Bonjour tout le monde, mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour aux internautes qui nous regardent grâce au streaming. Nous nous retrouvons ce matin pour le 7e débat de ces rencontres du numérique. Différents sujets ont pu être traités les jours précédents, l'économie numérique, l'impact des changements de comportement avec du numérique. Hier, un débat très intéressant également sur le développement de la notion numérique avec la santé en Polynésie. Et ce matin, nous nous retrouvons avec de nouveaux intervenants pour débattre du sujet qui est le suivant: entreprise, imagination et filière numérique. L'espoir de nouveaux métiers et d'emplois sont en jeu et en jeu. Petit jeu de mots. Comment, dans l'environnement favorable offert par l'univers numérique, jeunes, créatifs, entrepreneurs, sociétés, bref, le monde du travail, s'approprie cette nouvelle donne des produits et des métiers de l'immatériel. Vaste sujet, du beau monde autour de cette table, mais je vais commencer par passer la parole pour traditionnelle introduction à notre président des rencontres du numérique, Michel Paoletti. Oh. Oui, merci Olivier. Alors, bon, je vais rester là parce que je vais m'éclipser discrètement vers 11 heures, ayant un autre engagement. Mais je crois que on aura aujourd'hui, et j'espère donc que ce sera bien suivi sur le site du FIFO. Je rappelle aussi qu'il y a le streaming, mais il y a aussi le stockage, et donc on peut consulter ce qui s'est passé dans chacune des réunions en utilisant le site du FIFO a posteriori. C'est quand même une des commodités du dispositif. Alors aujourd'hui, on a quelque chose qui devrait être très concret. C'est pour ça que je pense qu'il devrait y avoir une écoute à la fois à la radio, si la radio le fait passer, mais surtout sur le site, parce que ça concerne tous les gens qui ont une sensibilité au numérique. Et ça les concerne très directement, puisqu'au fond, c'est l'enjeu de l'emploi. Et qu'est-ce que je peux apporter, moi, dans ma sphère, pour que le numérique soit une opportunité. Vous vous souvenez qu'on est parti de l'idée que le FIFO, parce qu'il avait un contenu, devait être, et restera d'ailleurs, le parrain des rencontres numériques. Mais il y a derrière le contenu les gens qui vont faire ce contenu, et c'est tout l'objet du débat. Donc je pense que tous les chefs d'entreprise ou administratifs qui sont là apporteront des réponses et des visions. En attendant que cet après-midi, Teva Rohfritsch fasse part des conclusions qu'il a tirées des États généraux et présente le programme d'application. Ce sera donc le côté gouvernement. Mais le plus important, c'est que le gouvernement ne prêche pas dans le vide et qu'il y ait des gens pour répondre et même pour créer. Voilà donc l'enjeu de la réunion de ce matin. Cher Olivier, je te laisse la parole. Merci Michel. Effectivement, je pense qu'on est dans l'élément fondamental, le contenu, et comment bien faire ce contenu. Alors je rappelle aux internautes qu'ils ont aussi la possibilité de poser des questions en direct. Notre charmante Marie reçoit leurs demandes sur Facebook et nous sont bien sûr transmis pour être relayés. Le principe du débat est toujours le même, une première heure où les différents invités vont pouvoir intervenir sur le sujet, une deuxième partie dans laquelle ça sera un échange plus directement avec vous, public présent, avec un micro à votre disposition au milieu de la salle. Alors, on va commencer déjà peut-être, vu le sujet est assez général, je vais vous présenter les différents intervenants que nous avons avec nous aujourd'hui. Pour commencer, honneur à nos invités de l'extérieur, les gens du froid qui viennent dans le show, M. Hervé Fischer qui est avec nous, qui nous vient du Canada. Alors, M. Fischer, je ne veux pas égratigner votre étiquette. Vous êtes le cofondateur de la Cité des Arts et des Nouvelles Technologies de Montréal en 1985. C'est dire que ça fait un moment que vous êtes dedans. Voilà. Donc, monsieur Fischer qui est avec nous. Nous avons à côté de monsieur Fischer, dans cette direction, François-Paul Pont, qui est présent, qui représente le Conseil des employeurs et qui, en l'occurrence, également exerce une activité dans le domaine de l'enseignement. À côté de François-Paul Pont, vous avez, à l'extrémité de la table, on va croire qu'il est extrémiste parce qu'il est toujours à une extrémité dans les débats, Guillaume Proyat,
de la société Victoria Conseil, qui n'est bien sûr pas du tout extrémiste. À côté de moi, Tamatoa Pommier, qui représente la DDTIC, la délégation du développement des technologies de l'information et de la communication, et qui est également en charge du SPT, le service des postes et télécommunications. À côté de Tamatoa, nous avons Pierre Perret, qui représente qui est conseiller du PCA de l'OPT, auprès de M. Moana Tatarata. Et puis nous avons un autre chef d'entreprise, Éric Chalon, de la société Animose, qui est plus particulièrement spécialisé en animation 3D. Voilà, vous avez l'ensemble du panel de nos invités. On va donc tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et je pense qu'il serait bon, tout de suite, puisqu'on parle de contenu, de compétences, de nouveaux métiers, peut-être d'effacer ou de remettre les choses plus claires sur ce qu'il se fait déjà en Polynésie. Je veux parler en termes de formation, et je vais me tourner vers M. Fischer, qui l'autre jour nous disait dans un débat, j'ai rencontré des jeunes créateurs de sociétés en Polynésie, qui me parlaient de leurs études faites à l'étranger. Il n'y a pas de formation qui se font suffisamment en Polynésie. Alors, je voudrais juste qu'ils puissent nous réexpliquer ça, et puis je pense que nous aurons l'occasion d'avoir des intervenants autour de cette table pour replacer les choses telles qu'elles sont aujourd'hui à Tahiti. Merci de me donner l'occasion de corriger une chose que j'ai dite trop rapidement, parce qu'entre-temps, j'ai fait quelques connaissances, et puis c'est vrai qu'on peut certainement faire beaucoup plus. Ça, je le maintiens, mais comme partout, et c'est vrai qu'ici, c'est forcément plus difficile pour des raisons de dimension de la population, mais il y a une formation. Donc, j'ai parlé trop vite et je m'en excuse. Cela dit, permettez-moi d'insister sur l'importance de la développer. Le problème du tuyau, des fournisseurs de tuyaux, c'est que ça leur prend du contenu pour vendre les gadgets et le tuyau. Mais cela dit, fondamentalement, il y a un problème il y a des milliards de pages web. On est bien d'accord là-dessus. Mais il y a quand même un problème de déficit de contenu et de qualité des contenus, notamment pour certaines cultures qui pourraient faire beaucoup plus, comme par exemple, je disais l'autre jour que le français est à la traîne comme langue sur le web par rapport même... les chiffres nous disent qu'il y a autant de pages en allemand qu'en français sur le web. C'est quand même pas très normal. Moi, je parle couramment allemand et j'aime beaucoup la culture et la philosophie allemande. Mais je pense que l'espace francophone en ligne devrait quand même logiquement, économiquement, démographiquement, politiquement être plus large. Donc il y a beaucoup à faire, y compris pour le français. C'est grave de prendre du retard dans ce domaine, bien que ce soit toujours rattrapable. Il y a la deuxième chose, donc le français, c'est une langue qui a un atout formidable de qualité des contenus, un patrimoine extraordinaire. Il y a à faire plus. Il y a un problème de qualité des contenus. Par exemple, en Chine, il y a énormément d'étudiants en informatique. Il y a une faiblesse de la qualité et de la quantité des contenus en chinois parce qu'il y a un manque de formation en design, en animation, qui fait quand même la valeur ajoutée et la différence. On ne met pas les vieux contenus en ligne comme on met une page de banque, de relevé de banque. Il y a une conception qu'il faut faire et c'est ça qui est la valeur ajoutée qui va faire la différence, qui va faire que, aussi bien, je prends un autre domaine, dans le commerce électronique, on va vendre. Ici, on a quelqu'un qui a fait une boutique en ligne. Il le dira mieux que moi tout à l'heure. Il est fondamental, comme dans une vraie boutique, de développer une scénographie pour vendre même des pièces détachées d'ordinateurs ou de voitures. Le domaine du cinéma, par exemple, m'intéresse beaucoup, puis je vais m'arrêter là, parce que il est clair que le numérique change complètement l'industrie du cinéma. À mon avis, est en train de ruiner l'empire, le monopole hollywoodien, et je ne m'en plains pas, au profit d'un cinéma possible
national, indépendant, d'art et d'essai, de documentaires, de documents sociaux, qui n'avaient plus de lieu de diffusion et pour lesquels on va pouvoir le redévelopper. Ça, c'est très important, par exemple, de le dire au FIFO. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Le déclin de l'Empire hollywoodien ». J'essaye de montrer cela. Et je dis aussi que pour l'instant, Hollywood est en train d'essayer de chercher une sortie de secours avec le 3D sur le modèle Avatar. C'est évidemment tout à fait spectaculaire. Il y a là une issue pour Hollywood qui est très importante. Mais tant mieux, et ça ne me dérange pas. De toute façon, c'est du spectacle, c'est du grand spectacle, c'est du cirque et du pain, comme disaient les Romains. Et ça laisse à nouveau la place libre pour le cinéma comme art. Et ici, on sait très bien que, ici, comme dans beaucoup de pays, au Québec, en Amérique latine, en Afrique, en Inde, malgré Bollywood, le numérique est la solution, non seulement pour produire et maintenir du film sur un master, sur un support de qualité durable, mais aussi pour produire beaucoup, beaucoup moins cher. Alors là, c'est majeur, un festival comme le FIFO et comme tous les autres, de plus en plus, se tourne vers le numérique. C'est un incontournable. Alors là, vraiment, on peut dire que la technologie change la donne. L'autre chose que je dirais pour terminer là-dessus, c'est que, paradoxalement, même si un code binaire, ça paraît très trivial, 1-0, on-off, la technologie, comme la science, crée un nouvel imaginaire. Pas seulement celui de la science-fiction, mais beaucoup plus au sens du pouvoir quasiment magique, d'immédiateté, de distance, de transformation des formes, d'animation. La technologie crée une culture et crée un imaginaire. Donc il ne s'agit pas seulement de pousser la culture traditionnelle en ligne, il faut vraiment prendre conscience qu'il y a là une nouvelle culture extrêmement fascinante qui est en train de se développer. Merci, Monsieur Fischer. Alors, François Paul-Pont, je pense que ça serait opportun que vous puissiez prendre la parole. Merci. Tout d'abord, je voudrais vous prier d'excuser Luc Tapeta, le président du CEPF, qui était l'invité à cette table ronde et qui m'a chargé de le représenter. J'ai de nombreuses casquettes, ce qui fait que les gens qui ne me connaissent pas bien ne savent jamais très bien ce que je fais. Parmi ces casquettes, je suis enseignant-chercheur, je suis un économiste défroqué qui est tombé dans la communication il y a 10 ans. Et j'avais été, comme Olivier, un peu piqué au vif par la remarque d'Hervé Fischer l'autre jour, qui disait qu'il n'y avait pas de formation en Polynésie dans le domaine de l'économie numérique et des nouvelles technologies. Et en même temps, je le rejoins sur le fait qu'il n'y en a pas assez. Mais il y en a. Je voudrais rappeler l'initiative de l'UPF qui avait une licence professionnelle d'informatique il y a quelques années et qui a formé bon nombre de programmeurs ici, qui a monté ensuite un DUG de mathématiques et informatique et qui, dans le cadre de son programme, de sa maquette quadriennale 2012-2016, reprend une licence professionnelle d'informatique à son panel de formation. Mais il n'y en a pas assez et c'est ce qui m'a amené en tant qu'enseignant à l'ICEP, l'ICEP étant un institut supérieur d'enseignement privé, en gros l'université catholique de Papeete, puisqu'on est affilié à l'université catholique d'Angers. Dans ce cadre-là, j'ai été amené, à la demande de la direction, à élaborer un projet que j'ai appelé la Web School, qui a deux origines. L'idée de la Web School m'est venue d'une part de ma participation aux États généraux du numérique et de la prise en compte de l'ampleur que le numérique allait prendre en Polynésie et des besoins qui en découlaient. Et la deuxième origine de l'idée de Web School, c'est la série de conférences organisées par mon ami Guillaume Proyat, qui fait venir des gens de très haut niveau
Et ça a été vraiment pour moi la révélation, mon chemin de Damas, en écoutant les intervenants que Guillaume a fait venir. Et ça a été un flash et j'ai dit, voilà, il faut préparer le capital humain de la Polynésie pour accompagner cette révolution numérique. Et de là est venue donc cette idée de Web School. Alors cette Web School, en 2 mots, c'est un projet qui a 4 composantes et qui va être mis en œuvre à partir normalement du mois de mars prochain en 2 phases. Les 4 composantes, c'est d'abord de la formation professionnelle continue, donc ça s'adresse à des salariés en cours du soir ou le samedi matin, sur l'apprentissage de nouveaux métiers du Web 2.0. Et les premières formations que nous allons mettre en place, c'est d'abord une formation au métier de Community Manager, avec 5 modules de formation qui constituent un parcours de formation, et un module qui est indépendant, qui est un module de e-marketing. Et puis derrière ça, en fonction du succès ou non des formations, de la demande, des besoins, on va mettre en place d'autres modules de formation à ces nouveaux métiers de l'économie numérique et du web, compte tenu aussi des besoins du pays. La deuxième composante du projet Web School, c'est de l'ingénierie de formation, c'est-à-dire monter des formations sur mesure pour des entreprises. On a en chantier là 2 formations pour 2 clients dont je ne dirai pas le nom, c'est des gros clients. Et ça va démarrer en principe au mois de mars. Il y a 2-3 choses à finaliser. On devait faire une conférence mardi dernier avec le ministre Teva Rohfritsch, et puis elle a été reportée. Et dans un deuxième temps, dans quelques mois, quand tout ça sera en place, rodé et bien calé, on va s'attaquer à la deuxième phase. La deuxième phase va consister à mettre en place de l'auto-formation à distance. On va mettre sur le site de la Web School des capsules d'auto-formation qui seront combinées avec de la formation sur site. Et enfin, dernière composante, de la réflexion théorique, où on va proposer des séminaires de réflexion prospectifs et des conférences. Alors là, ça fait un moment qu'on discute avec Guillaume pour voir comment on peut travailler la main dans la main je ne veux pas concurrencer le travail un peu pionnier qu'a fait Guillaume et Vittoria Conseil, mais on veut développer aussi de la réflexion théorique. Donc voilà, je ne vais pas faire plus de pub pour la Web School, on aura l'occasion de communiquer par ailleurs sur le projet, mais il est en place, il va démarrer, il est fortement soutenu par le ministre de l'économie numérique, par un certain nombre de sociétés, dont on a eu beaucoup d'aide de la DDTIC, l'OPT, Mana, Vini, etc. J'espère qu'un peu plus tard dans la conversation, on aura l'occasion de revenir un peu sur le contexte de l'économie du numérique. Moi, j'ai des choses à dire sur l'économie, dans quel contexte global de transformation de l'économie, en particulier ce que j'appelle l'économie post-industrielle, qui a un certain nombre de caractéristiques qui impactent directement, notamment la production de valeur dans le processus et dans la chaîne de valeur de l'économie numérique. Et ça, je pense que c'est un phénomène dont il faut absolument avoir conscience, qu'il y a eu un déplacement de la valeur vers l'amont, que la valeur est maintenant plus dans la création et non dans la production et la commercialisation. Ce qui coûte cher, c'est de produire le premier prototype, et ce n'est plus la production en série. Les gains de productivité sont au niveau de la créativité, et dans l'intitulé de cette conférence, il y a imagination, et je pense que c'est vraiment le terme, le keyword de notre matinée. Je me rappelle la présentation qu'a fait notre ami Marcel Devergne, et le petit extrait de la conférence de Michel Serres, où il donnait cet exemple de Saint-Denis qui se coupait la tête et qui posait sa tête sur la table en disant voilà, qu'est-ce qui reste une fois que la tête est coupée? Ce qui reste, c'est l'intelligence, c'est la pensée, ça c'est vraiment ce qui est le propre de l'homme, et c'est ce qui va animer et dynamiser les entreprises polynésiennes. Ça va être justement des idées, de l'innovation, la bonne idée, l'intelligence, la pensée. Merci François. Bon, je pense que sur le sujet de la formation en Polynésie, on ne va pas y revenir. Les choses ont été dites.
et précisé. Donc revenons vraiment sur le cœur de notre débat. Et je passe la parole à Guillaume Proyat, qui donc, François faisait part de ces manifestations qu'il organise avec sa société, des manifestations de présentation pour sensibiliser les gens, et en même temps, Victoria Conseil, c'est une société de création de web, donc directement confrontée à cette notion de besoin de s'approprier cette nouvelle donne et ces nouveaux métiers. Merci Olivier. Bonjour à tous. Merci d'accueillir Victoria Conseil dans ce débat. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire un petit historique parce que l'Internet et le numérique en Polynésie, c'est pas que depuis septembre, depuis qu'il y a le câble. Mais en ce qui me concerne, ça date de 99, puisqu'en 99, j'avais monté une des premières agences web sur le territoire. Et puis les vagues successives et la bulle spéculative Internet a fait qu'en 2002-2003, ça s'est éteint malheureusement. Mais en tout cas, on était déjà à l'époque avec, on avait de grosses volontés, de gros projets et on avait un côté créatif très très important, avec des moyens qui étaient très très faibles. On peut se rappeler des connexions avec des modems à 56 000 baux. Enfin bon, c'est des trucs. Aujourd'hui, on ne le conçoit même plus. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a vraiment une histoire dans la partie métier du web, qui est notre sujet aujourd'hui, et l'Internet évolue tous les jours. Alors, c'est une bonne chose et c'est une mauvaise chose. Je suis revenu au web par la force des choses et surtout par la passion en 2007 en créant Victoria Conseil. À l'époque, c'était je souhaitais accompagner les entreprises dans leur développement stratégique e-business et surtout pas faire de prestations, surtout pas faire de formation, parce que l'histoire m'avait montré que c'était très compliqué. Et puis je suis arrivé en 2008 avec un marché qui était finalement très, très bizarre, un petit peu identique qu'en 2002 ou en 2003, avec des entreprises qui étaient très très mal informées, des personnels à l'intérieur des entreprises qui étaient très très mal formés. Et donc, d'où les matinées de l'e-business dont parlait François, et merci d'en faire part par rapport à ton projet, où là, l'idée, c'était effectivement de faire venir des experts et de commencer à une évangélisation, en quelque sorte, avec le bâton de pèlerin, en donnant de l'information non commerciale, je le précise bien, non commerciale, sur des thèmes, le e-marketing, le e-CRM, les GED, le e-mailing, référencement, enfin, etc., pour permettre aux entreprises, justement, et au personnel des entreprises, que ce soit les cadres dirigeants ou les cadres opérationnels, de commencer à s'approprier, ne serait-ce le vocabulaire de ces métiers. Parce que ce qui est complexe, en fait, c'est qu'on s'aperçoit, nous, prestataires, que quand on parle à nos clients, il y a un gouffre phénoménal entre, évidemment, ce que nous savons par, évidemment, le retour d'expérience que nous pouvons avoir au fil des ans, et puis eux, ce qu'ils savent et ce qu'ils savent aussi par rapport à leur métier, parce que leur métier directement, leur opérationnel à eux, c'est pas le web. Le web est un outil, c'est un support, c'est différentes choses, mais c'est pas leur métier direct. Donc, ce qui est complexe, c'est effectivement de trouver ou de construire une passerelle avec effectivement le monde de l'entreprise. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec les matinées de l'e-business en 2009. Et puis on a continué en 2010 où là on a en plus créé des formations où François donc a fait partie de ces formations, Olivier d'ailleurs et bon nombre de personnes à la table, et on s'est aperçu qu'il y avait un vrai besoin, c'est-à-dire que les gens étaient à la recherche d'une information et d'une formation spécifique dans les domaines du numérique. Ça, c'était un premier constat. Alors évidemment, c'est pas sans peine, parce qu'on y a été seul. Ça a été très compliqué.
Et c'est un défi qu'on a su relever. Je suis très content que ce défi, finalement, fasse naître aujourd'hui d'autres actions comme la Web School et finalement faire peut-être ouvrir les yeux à certaines institutions. Je pense que c'était tout à fait un mal nécessaire. Mais comme dans tout marché, il y a des pionniers. Et puis dans ce domaine-là, on en a fait partie un petit peu. Voilà. Alors après, si je peux me permettre, juste donc, sur la partie métier, Vittoria est une agence web. Alors une agence web, enfin une agence e-média, ça devient vite compliqué quand on parle de métier, parce que chez nous, on a plusieurs personnes qui font des métiers très très différents. Et le gros avantage du numérique, là on parle d'enjeux et enjeux, c'est qu'effectivement il faut qu'on arrive à créer des équipes qui arrivent à communiquer ensemble, qui viennent avec des gens qui viennent souvent avec des cultures différentes et des métiers différents. Typiquement, un web designer, un rédacteur, un développeur, un community manager, un responsable système, etc., etc. Ces gens-là sont de planètes différentes, ont un vocabulaire différent, et c'est très compliqué de les mettre ensemble et de les faire travailler ensemble sur des projets communs. Et c'est vrai que pour l'instant, touchons du bois, on a, je ne sais pas si c'est du bois d'ailleurs, mais on a beaucoup de chance chez nous. Mais c'est ce que j'engage aujourd'hui les prestataires à faire, c'est à créer ces équipes. Et aujourd'hui, on est vraiment force d'emploi. Aujourd'hui, Vittoria, on embauche. Alors, on n'embauche pas tous les jours, mais là, on a encore embauché en janvier une personne. Et c'est vrai que le numérique est source d'emploi aujourd'hui et on a besoin de gens qualifiés avec un retour d'expérience, d'où les problématiques de formation, évidemment. Voilà, je pourrais revenir dessus si c'est nécessaire. Merci Guillaume. Je vous propose une autre intervention d'un professionnel, Éric Chalon, donc de la société Animose, qui se trouve également aujourd'hui dans la sphère du numérique, qu'est-ce qu'on peut dire, la tornade de développement, le calme. Animos, je crois, est une société pour tout ce qui est animation 3D, c'est ça ? Principalement, notre activité se développe sur l'animation 3D. C'est tout nouveau, hein, c'est vraiment quelque chose qui est en maturation complète. On devrait être opérationnel à 100% d'ici quelques semaines. Là, on profite du FIFO pour se lancer un peu. Donc oui, effectivement, nous, je rejoins un petit peu ce que disait Guillaume. On est confronté aussi à la complexité des métiers, même dans l'animation. On est confronté au problème de la formation initiale des gens, à la formation continue, parce que c'est des métiers qui évoluent tout le temps. Et effectivement, je découvre moi la Web School. J'en suis ravi. Et j'espère qu'on va pouvoir effectivement asseoir nos compétences grâce à ça aussi, parce que tout ce qui est effectivement économique, tout ce qui peut être management, c'est pas des choses qui sont notre cœur de métier au départ, donc il faut qu'on se muscle un peu là-dessus. Nous, on est juste des créatifs. On embauche aussi, mais on n'embauche pas tellement des gens, des techniciens. On ne cherche pas des gros techniciens ou on cherche plutôt des gens qui sont créatifs, on cherche des gens qui ont une personnalité pour pouvoir justement d'abord travailler ensemble, justement. Et ensuite, on a besoin de former ces gens. Donc, nous, on est capable de les former sur certains domaines, mais il y a forcément des lacunes pour que notre entreprise puisse espérer vivre longtemps. On a encore beaucoup de lacunes et on compte beaucoup sur la formation continue. Et la Web School, ouais, c'est très séduisant pour nous. Sinon, nous, après, on s'inscrit parce qu'effectivement, c'est assez facile. Personne ne fait la 3D ici en Polynésie. On est pour l'instant apparemment les premiers à y croire, à se dire on peut développer de la 3D. Alors je précise, la 3D, c'est pas le relief. Beaucoup de gens confondent le cinéma, sur tous les cinémas, c'est marqué film en 3D. En fait, c'est du relief. Nous, on fait tout ce qui est image de synthèse, principalement. On essaie de créer des contenus, aussi bien des petits courts-métrages, éventuellement des spots, des génériques, etc., selon les besoins. Notre ambition, c'est plutôt d'aller vers le court-métrage, peut-être le long-métrage. Proposer aussi du contenu pour le web, pour ceux qui en auraient besoin. Et le cœur de notre métier, c'est vraiment
d'innover, d'inventer, de raconter des histoires pour éventuellement servir à des gens qui ont, eux, des choses à vendre. Nous, on ne vend rien, enfin, au départ. Et quelle est la perception des entreprises que vous rencontrez par rapport à ce nouveau métier, cette nouvelle offre sur le territoire? Les gens sont assez dubitatifs dans le sens où ils n'imaginent pas qu'on puisse faire de la 3D en Polynésie, ou alors ils imaginent que c'est un des coûts absolument prohibitif, alors qu'en fait, nous, on arrive pour l'instant à être moitié moins cher qu'en France. Je ne sais pas si le modèle tiendra dans le temps, mais en tout cas, c'est ce qu'on peut proposer aujourd'hui. Je ne dis pas qu'on a forcément la même qualité que des grands studios européens, parce qu'évidemment, ils ont 200, 300, 800 personnes, et puis ça fait 20 ans, 25 ans qu'ils existent, ils ont des retours d'expérience qu'on n'a pas. Mais on peut proposer quand même une qualité qui est tout à fait acceptable à des prix vraiment défiant toute concurrence. Donc la première difficulté, c'est de communiquer, d'expliquer, de faire comprendre qu'on peut en faire. Voilà. Merci Eric. Alors on va quand même poser la question aux deux représentants de ce qui est l'opérateur et la volonté de la force publique. Alors, on va commencer par l'opérateur, puisqu'il réclame la parole. Pierre Perret, qui représente donc le PCA de l'Office des Postes. J'imagine que vous êtes régulièrement sollicité par des jeunes chefs d'entreprise qui veulent se développer dans ces métiers, qui sont peut-être demandeurs d'encore plus de puissance, encore plus de tuyaux. Jamais, non. Jamais. Très bien. Donc, il y a tout à faire. Non. Justement, donc, tout d'abord, donc, je suis là donc, en remplacement de Mona Tatarata, qui est empêché ce matin, donc il s'excuse. Et donc je vais un petit peu discuter sur le sujet. Hein. Donc, comment on s'approprie cette nouvelle donne des produits et métiers du numérique? C'est bien la question. Et en effet, qu'attendent les entreprises par rapport justement aux connexions? Alors en préambule, donc, je ferai juste une sorte de parabole. Au commencement était le 0 et le 1. C'est la numérisation qui conduit aujourd'hui les débats du FIFO. Hein. C'est le fait qu'on ait eu, dans les années 50-60, des chercheurs qui ont mis au point le 0 et le 1 et la numérisation, qui font qu'aujourd'hui, tout notre univers, même si qu'on ne le voit pas, est en effet composé de 0 et de 1, c'est-à-dire tout cet aspect immatériel en fait, est concrétisé aujourd'hui à travers les réseaux par simplement cette transmission de 0 et de 1. Ça, c'était donc justement pour faire une petite introduction. Alors, comment on s'approprie cette nouvelle donne de l'économie numérique? Alors, la première étape, avant tout, c'est d'abord qu'il y ait un besoin. C'est que quelqu'un exprime un besoin ou qu'il ressente un besoin, en effet, de rentrer dans cette économie numérique. Ce besoin s'exprime par un univers qu'il a autour. C'est sûr que si je suis en Afrique, au Kenya, et que je fais uniquement de l'agriculture, je n'ai pas forcément un besoin d'économie numérique ou de m'exprimer dans cet univers de l'économie numérique. C'est que d'abord, au départ, c'est une culture, une société qui se transforme, hein, qui met en place des réseaux et qui met en place des outils pour qu'il y ait une adoption globale de la société. Donc c'est un accompagnement naturel, on va dire, d'une société. Et le besoin se crée au fur et à mesure. Donc comment on s'approprie ces technologies? Il faut être d'abord dans cet univers technologique. Si on n'y est pas, on ne va pas forcément s'en approprier. En Polynésie, on baigne aujourd'hui dans cet univers numérique, en effet, parce qu'il y a eu une prise de conscience à un moment donné que on va dire l'univers du numérique allait, à un moment donné, prendre une expansion assez importante. Alors après, pour en effet s'approprier cet univers du numérique et y entrer, on va rentrer par les réseaux. Ça, c'est notre rôle, en effet, aujourd'hui, et le rôle de tous les opérateurs, de mettre en place des réseaux qui nous permettent de nous approprier et de rentrer dans cet univers. Sans cet accès au réseau, il n'existe pas d'appropriation, on va dire, à proprement dit. Alors aujourd'hui, l'appropriation du réseau, c'est quoi? C'est uniquement le haut débit. Quand on parle de réseau, on ne parle plus de ce qu'on a connu, hein, ce que Guillaume Proya tout à l'heure parlait de réseau à 56 kilobits, etc. En effet, c'était les débuts du réseau. Mais aujourd'hui, pour réellement s'approprier cet univers du numérique, si on n'est pas connecté en haut débit, on ne fait pas vraiment partie de cet univers. Donc ça, c'est la première chose, c'est déjà cette appropriation du haut débit. Et on voit qu'en Polynésie, il y a une accélération au niveau de la demande. Et le fait qu'en effet, le câble ait été mis en service en septembre, on voit rapidement ce qui s'est concrétisé, c'est l'utilisation massive en effet du haut débit, puisque là, on a levé certains freins qu'il y avait via le satellite,
Hein, c'est un frein, ce qu'on appelait la latence, hein, c'est-à-dire que le temps d'accéder à une information était plus lent que si on était aux États-Unis ou ailleurs. Donc ce frein est levé aujourd'hui. Et surtout sur les débits, on peut atteindre des débits de 2, 4, 100 mégabits dans certains cas pour les professionnels si on souhaite sur Internet. Donc aujourd'hui, on peut considérer que le frein du débit et le frein du satellite aujourd'hui est levé. Ensuite, là on s'aperçoit une chose, c'est que nous sommes des consommateurs d'Internet, de la bande passante. Mais les gens réclament aujourd'hui de la bande passante pour produire et sortir. C'est-à-dire que les outils qui sont en place aujourd'hui, en haut débit, permettent surtout, comme on le voit, les ordinateurs, les iPhones ou autre chose, permettent de créer du contenu. Et donc les gens réclament aujourd'hui d'avoir du haut débit, mais aussi en sortant. Donc ça, c'est ce qu'on a aussi comme demande. Et enfin, le haut débit se concrétise aujourd'hui de plus en plus sur l'aspect nomade, sur l'aspect mobile. Les gens réclament du haut débit partout, c'est-à-dire je me déplace, je dois avoir du haut débit, et je dois pouvoir, en situation de mobilité, avoir aussi du haut débit. C'est-à-dire je suis en voiture, je dois pouvoir rouler à 90 km/h et avoir du haut débit dans ma voiture. Ce qui se traduit aujourd'hui au niveau de la télé, vous pouvez avoir de la TNT aussi dans une voiture, c'est-à-dire recevoir la télévision numérique dans une voiture, c'est possible. Vous pouvez recevoir de l'Internet dans la voiture. Aujourd'hui, le haut débit doit se concrétiser en situation fixe, à la maison, au bureau, mais aussi en mobilité. Et aujourd'hui, on le voit aussi, qu'est-ce qui s'est développé partout dans le monde? C'est cette culture, une culture du always on, c'est-à-dire je suis tout le temps connecté. Un terminal iPhone ne vaut rien s'il n'est pas connecté. On peut le considérer ça comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous avez un ordinateur à la maison qui n'est pas connecté, vous n'êtes pas vraiment dans cet univers du numérique. Donc voilà. Alors, bien sûr, vous connaissez toutes les technologies, le Wi-Fi, le 3G, la 4G demain, la DSL et la fibre optique qui est en train de se mettre en place jusqu'au foyer. La fibre optique, ça veut dire du très très haut débit. Alors l'autre composante aussi qui est importante pour l'appropriation des nouvelles technologies, c'est le terminal. Ben, le terminal, au départ, il y a 10 ans, c'était uniquement l'ordinateur. Aujourd'hui, le terminal, c'est une tablette, un téléphone, une télé, une caméra. Enfin, tous les terminaux que vous avez à votre disposition sont aujourd'hui connectables. Sinon, ces terminaux ne vous intéresseront pas, et on le voit aujourd'hui, ça intéresse de moins en moins de monde. Alors ensuite, aujourd'hui, oui, une chose aussi qui est importante, c'est que hier, c'était les réseaux qui faisaient les terminaux. C'est-à-dire qu'on créait les réseaux, après on avait des ordinateurs qui se connectaient dessus. Les ordinateurs devenaient de plus en plus puissants, donc les réseaux devenaient de plus en plus puissants. Et bien aujourd'hui, on voit bien c'est les réseaux qui font les terminaux, et les terminaux qui font aussi les réseaux. Ça, c'est aujourd'hui. Demain, et ça commence à démarrer, il y a bien les réseaux qui se créent grâce aux terminaux, mais aussi les contenus. Facebook, aujourd'hui, dicte aussi sa loi sur la façon dont les terminaux sont conçus. Et en fonction de ces terminaux, les réseaux derrière s'adaptent. Donc on voit cette mutation, et l'appropriation de tout cet univers passera par en effet le contenu, les terminaux et les réseaux. Bon, nous avons conscience bien sûr de ce phénomène au niveau du groupe OPT. C'est pour ça qu'on travaille sur tous les domaines des réseaux, toujours plus de haut débit, toujours plus de mobilité et toujours plus de terminaux qu'on peut subventionner aujourd'hui, parce que le terminal n'est pas gratuit, un iPhone c'est pas gratuit, une tablette c'est pas gratuit, mais on peut, à travers les réseaux, si quelqu'un s'abonne à un réseau, pouvoir subventionner ce type de terminaux pour qu'il y ait de plus en plus d'adeptes à l'économie numérique. Alors juste pour les enjeux, puisqu'on parle des métiers, quel enjeu l'économie numérique va avoir sur la Polynésie? Simplement, il y a une chose, le 12 novembre 2010, dans les Échos, on a parlé qu'en 2030, 20% du PIB mondial sera fait par l'économie numérique. Donc 20% de l'économie mondiale, c'est énorme, c'est-à-dire c'est un cinquième de l'économie du mondial sera généré par l'économie numérique. Et aujourd'hui déjà, la croissance mondiale est tirée par l'économie numérique. Alors en Polynésie, c'est une opportunité puisque cette économie numérique ne nécessite pas de ressources autres que de la ressource immatérielle, c'est-à-dire de la ressource intellectuelle. Donc il est vrai qu'aujourd'hui, si on se pose la question de savoir, en effet, est-ce qu'il y a un danger, est-ce que le numérique est un danger pour les métiers de la Polynésie, c'est-à-dire qu'on peut externaliser certaines professions ou externaliser certains métiers, d'un autre côté, on peut en créer aussi énormément. Alors,
Je considère moi aujourd'hui que le bilan est positif au niveau de l'économie numérique, puisque depuis qu'il y a du mobile, de l'ordinateur, de l'Internet, etc., il y a plus de sociétés qui tournent autour du numérique que d'emplois, on va dire, qui ont été menacés par cette économie. Merci Pierre pour cet exposé. On va passer la parole à Tamatoa Pommier, donc, qui est avec nous aujourd'hui dans son activité, dirige le service des postes et télécommunications, le SPT, mais qui est aujourd'hui présent pour représenter la DDTIC. Alors DDTIC, c'est donc la délégation de développement des technologies de l'information et de la communication, qui il n'y a pas très longtemps a organisé les États généraux du numérique. Dans ces États généraux, beaucoup de choses ont été dites, ont été synthétisées, je pense seront bientôt présentées par le ministre. À votre niveau, qu'est-ce que vous sentez comme développement des nouveaux métiers? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger en Polynésie, au sein des entreprises, puisqu'on est quelque part aujourd'hui plutôt rassemblés autour de la notion d'entreprise, de jeunes créateurs? Alors, avant de répondre à la question, je voulais juste partager un petit peu mon expérience personnelle sur le sujet. Il y a 15 ans, quand je suis revenu sur le territoire avec mon diplôme d'ingénieur en informatique, j'avais un petit peu l'impression d'être un extraterrestre parce que tout le monde me disait « Mais alors, à quoi ça va te servir en Polynésie d'avoir fait de l'informatique ?» Et le sujet d'aujourd'hui m'a amené aussi à me replonger en arrière et à me dire « Finalement, quand je suis rentré, j'avais en face de moi un référentiel de métier. » En me disant, voilà, les métiers de l'informatique en 1995, c'est ça. Et aujourd'hui, quand je regarde tout ce qui se passe, tout ce qui évolue, on se rend compte que des métiers qui existaient à l'époque, comme pupitreur, comme analyse programmeur, deviennent maintenant des métiers assez très peu utilisés. Et des nouveaux métiers sont en train de se créent chaque jour. Quand on voit comment Facebook, en quelques années, a créé complètement des nouveaux pans de l'économie numérique, on voit bien que ce sont des choses qui évoluent rapidement et que, certes, dans le modèle de la formation, il y a une formation de base à avoir. Ça, c'est un peu le constat qu'on faisait en début d'exposé, là. Qu'il y a des formations de base à avoir qui sont les formations qui vont permettre ensuite d'évoluer vers les nouveaux métiers et les nouveaux métiers qui se créent tous les jours. Donc, suite aux états généraux du numérique, et donc là je reviens sur la question, le constat a été fait qu'il fallait que la Polynésie ait un référentiel à jour et qui se maintienne à jour des différents métiers pour pouvoir aussi ajuster les formations en fonction de ces nouveaux métiers. Parce que les métiers se créent tous les jours, les opportunités et la volumétrie par rapport à la nécessité de ces métiers n'est pas forcément non plus suffisante pour devoir créer des filières de formation entières du jour au lendemain. Donc c'est la problématique du numérique apporte en fait une dynamique de suivi sur ces politiques publiques qui est totalement différente de ce qui a pu être par le passé sur d'autres métiers. Donc on voit aussi que l'économie avance et que avec l'arrivée du câble sous-marin, les métiers sont en train de beaucoup plus se stabiliser sur le numérique. Donc la mise en place, et là je vais prendre plus la partie de mon autre travail qui est la partie régulation. C'est sûr que les opérateurs doivent aussi mettre à disposition des offres spécifiques pour les professionnels. Encore faut-il que les professionnels expriment clairement leurs besoins spécifiques pour que ça puisse être accompagné de façon dans une certaine synergie. Merci Tamatoa. Alors je vais revenir vers François Paul-Pont qui voulait qu'on s'arrête sur un sujet qu'il avait un peu préparé. En plus, en tant que membre cette fois-ci vraiment de Conseil des entreprises, donc sur cette vision de l'économie numérique. Et puis on arrivera à l'issue de notre première partie et on pourra commencer à converser avec vous et recevoir toutes vos questions. Oui, une ou deux choses. On parlait de Facebook, on parle de Twitter, on parle. Bon, Facebook, oui, c'est supposé 500 millions d'amis. Ce qui me, en tant que
professeur d'économie. Moi, ce qui m'intéresse depuis 10 ans, c'est la façon dont l'information, dont le message circule. C'est la façon dont l'opinion se forme, tous les processus de formation d'opinion. Et je pense que les réseaux, l'apport ou l'impact considérable des réseaux sociaux, c'est surtout qu'ils ont modifié la façon dont on communique aujourd'hui. Ils ont modifié les modes de socialisation et ils ont amené un bouleversement considérable qui impacte vraiment directement les entreprises. C'est qu'ils ont amené un nouvel acteur dans la sphère de la communication. Jusqu'à il y a quelques années, la sphère de la communication était dominée par 3 acteurs. Il y avait les émetteurs, que ce soit les politiques ou les communicants. Il y avait les médias. Et il y avait, in fine, les lecteurs, le consommateur, le citoyen. Et le consommateur, le citoyen, était assez passif dans ce processus. Et les batailles se jouaient entre l'agenda des décideurs, l'agenda des politiques et l'agenda des médias. Et nous, citoyens lambda, on était un peu spectateurs de ça, on subissait. Ce que les réseaux sociaux, ce que le web 2.0 a amené, c'est une prise du pouvoir du consommateur. Et on a inventé ce terme de consommateur. Aujourd'hui, on est passé dans une communication d'opinion, une communication d'influence, et des choses comme le hub management, la gestion de la rumeur, la gestion de l'influence, sont devenus des éléments tout à fait stratégiques, y compris pour les entreprises. Aujourd'hui, aucune entreprise performante ne peut ne pas intégrer dans ses stratégies, dans sa réflexion et dans sa relation aux clients, les réseaux sociaux. Il y a une statistique aux États-Unis, 80% des entreprises qui font du B2C utilisent les réseaux sociaux. Donc ça me semble absolument fondamental. Et on est donc aujourd'hui dans un processus de coproduction des biens et des services. Et ça, les entreprises, me semble-t-il, doivent l'intégrer absolument. Et le deuxième élément, alors là, qui est plus économique, c'est ce que j'ai évoqué rapidement tout à l'heure, mais ça me semble être un phénomène absolument majeur de cette première décennie du XXIe siècle. C'est ce que j'appelle le nouvel avatar du capitalisme. Fin XVIIIe siècle, on était aux prémices du capitalisme, on était dans un capitalisme familial avec une appropriation individualisée du capital. Rappelez-vous, c'est l'histoire des 300 familles. On est passé, avec le développement du capitalisme, à un capitalisme industriel, anonyme, c'est la création des sociétés anonymes. Et si vous avez l'occasion, je vous invite à regarder un fantastique documentaire américain qui s'appelle The Corporation, qui montre comment, dans la logique du système économique américain, l'entreprise a obtenu le statut juridique de personne physique. Et c'est un bouleversement fondamental parce que, et ça explique par exemple qu'on l'a vu au moment de la faillite d'Enron, les managers de ces entreprises ne peuvent pas être poursuivis, l'entreprise étant une personne physique. Et on débouche au jour d'aujourd'hui dans une troisième phase du capitalisme, qui est un capitalisme que Daniel Cohen, dans un petit livre que j'ai ici, qui est absolument passionnant, qui s'appelle « Les 3 leçons sur la société post-industrielle », appelle le capitalisme post-industriel, ou le capitalisme financier. Il y a eu une financiarisation du capitalisme qui a amené là aussi des bouleversements majeurs, et qui en particulier a provoqué le fameux éclatement de la bulle spéculative Internet. On est dans un capitalisme où on est sur des recherches de rentabilité disproportionnées par rapport aux réalités de l'économie, où l'actionnariat, les fonds de pension, les fonds spéculatifs, qui sont aujourd'hui les vrais propriétaires des entreprises, se préoccupent avant tout de rentabilité de leur investissement au détriment du salarié, ce qui explique qu'une société aujourd'hui peut annoncer 15 milliards de dollars de bénéfices et 15 000 licenciements.
sans état d'âme. Et dans ce capitalisme post-industriel, dans cette économie de l'immatériel, comme on l'appelle aussi, il y a une modification de la valeur. Ça aussi, je pense, à mes yeux, en tout cas, l'économiste défroqué que je suis, considère que c'est quelque chose de tout à fait déterminant. Je prends deux exemples. Si on prend le domaine médical, ce qui coûte cher, c'est la recherche et la fabrication d'une nouvelle molécule pour un médicament. Mais ensuite, sa duplication, sa commercialisation ne coûte pratiquement rien. Là, il y a encore un support physique. Mais quand on passe à l'immatériel, si on prend un logiciel, c'est tout la conception, le développement du logiciel, la fabrication du prototype du logiciel qui coûte cher. Ensuite, la commercialisation se faisant par des fichiers qu'on fait circuler par Internet ne coûte rien, la duplication ne coûte rien. Donc la valeur, le profit, la plus-value, si on veut prendre une terminologie marxiste, la plus-value est dans la création et non plus dans la production et dans la distribution. Alors ça change complètement les rapports de force et les acteurs. J'ai trouvé une phrase d'un professeur du CNAM qui résume ça, qui dit le numérique crée de la valeur, mais il déplace son recueil de l'usage vers l'accès. Il y a un déplacement de la valeur en amont des circuits de production. Et ce qui renvoie, me semble-t-il, à l'intitulé de cet atelier ce matin, entreprise, imagination et filière. Si les entreprises polynésiennes qui se lancent dans le numérique espèrent pouvoir être rentables, gagner de l'argent, l'effort doit être fait sur l'innovation, sur la création, sur l'idée. Là, tout à l'heure, un peu plus tard peut-être, je suggérerai peut-être quelques grands axes ou quelques typologies de secteurs d'activité économique qui me semblent porteurs de profit ou de possibilités de développement pour les économies locales, les entreprises locales. Merci François. Écoutez, je crois qu'on est dans notre timing à la minute près de changer de format et donc de venir dans un échange avec la salle. Donc vous avez un micro à votre disposition au milieu de la pièce. Vous venez, vous vous présentez, vous parlez bien dans le micro pour que tout le monde l'entende et les intervenants vous répondront. Juste avant cette intervention, on a la chance d'avoir dans la salle M. Bernard Deladrière qui est là, qui nous écoute régulièrement. Pour le présenter, c'est un monsieur qui est membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, chargé du budget, de la fiscalité, de l'économie numérique et des questions relatives à la communication audiovisuelle. J'aurais bien aimé avoir un petit peu son intervention comme ça à la volée, parce que ça n'était pas du tout prévu, pour qu'il nous donne un petit peu son regard de l'évolution de l'économie numérique, en tout cas du développement des nouveaux métiers sur Nouvelle-Calédonie, sur cette émergence de nouvelles activités. Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà maintenant très développé dans le développement des contenus, dans des sociétés qui se sont positionnées autour de ça? Puisque j'imagine que si vous êtes en charge du numérique, c'est qu'il doit s'y passer des choses. Un petit peu plus bas. Oui, en préparant ces assises du numérique, c'est donc ma première participation. Je suis venu surtout pour écouter, pour apprendre. Mais toujours est-il qu'en préparant spécifiquement cette rencontre de ce matin, je me suis rendu compte qu'on ne disposait pas des données de base. C'est-à-dire que la connaissance de l'économie du numérique en Nouvelle-Calédonie, c'est quelque chose qui n'existe pas. Il n'y a pas de lieu, j'ai frappé à toutes les portes, à l'Institut de la statistique, à l'IEOM, au club des DSI, à l'OPT, partout. Donc, bien évidemment, il se passe énormément de choses en Nouvelle-Calédonie, mais je suis totalement incapable aujourd'hui de vous donner des informations concrètes.
D'où, pour moi, l'importance particulière que j'attache à une création que j'ai initiée, qui est un observatoire du numérique. J'en ai parlé le premier jour. Donc la structure est créée et on va commencer par un séminaire de lancement le 15 mars. Donc en 2 mots, pas pour vous, puisque vous savez tous ce que c'est qu'un observatoire du numérique, mais en gros, d'abord c'est une structure associative, loi 1901, où nous allons retrouver à la fois les institutions. Alors chez nous, c'est toujours un petit peu compliqué, puisque vous savez qu'on a un étage supplémentaire que sont les provinces, donc gouvernement, province, OPT, chambre consulaire. En Nouvelle-Calédonie, on a 3 chambres consulaires, un petit peu sur le modèle métropolitain, chambre de commerce et d'industrie, chambre d'agriculture, chambre de métier et de l'artisanat. On a des fournisseurs d'accès Internet, on a 5 fournisseurs, 5 FAI en Nouvelle-Calédonie. Je crois que c'est une chose qui nous distingue un petit peu d'ici, c'est-à-dire que dans ce domaine-là, on a une véritable concurrence. Et puis le club des DSI, l'université. L'université en Nouvelle-Calédonie est effectivement très active en matière à la fois de formation au métier du numérique, mais aussi avec un grand projet de numérisation de l'université. Et donc, un des objets de cet observatoire du numérique, ça sera justement ce travail de veille, de compilation de données, de proposition d'actions aux autorités, etc. Donc, je compte beaucoup sur cette nouvelle structure. Mais à ce stade, donc, je ne peux pas aller plus loin dans la réponse à votre question. Une dernière chose, et je me tairai, ce que j'ai vraiment ressenti depuis ces quelques jours, c'est qu'on a bien 2 collectivités, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française, de même taille, avec des problématiques très similaires, même si ici ce sont des archipels très éloignés les uns des autres. Enfin, nous, je le disais aussi l'autre jour, on a quand même une grande terre de 400 km de long sur 80 km de large dans sa plus grande largeur, les îles Loyauté, l'île des Pins, etc. Donc aussi des problèmes de fractures territoriales, de fractures numériques, etc., des problèmes de taille de marché, un câble, bon, on a un petit peu d'avance sur vous, puisque nous, le câble est là depuis 2008, mais c'est bien beau d'avoir cette espèce de gros tuyau, cette espèce d'autoroute, mais ensuite, bien évidemment, il y a toute l'irrigation, il y a tout le câblage en fibre optique qu'il faut développer, il y a tous les contenus qu'il faut développer, et donc ma conviction, alors on a souvent signé des grandes conventions, on a fait des grands discours sur la coopération entre la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Je crois beaucoup plus à des choses concrètes, pragmatiques. Je pense notamment au développement des relations entre nos 2 OPT, entre nos professionnels, et j'ai eu l'occasion d'en parler avec vous. Il se noue des relations d'affaires. Donc je vais rentrer avec cette volonté de voir concrètement. Il y a la problématique du 2e câble qu'on a évoqué à plusieurs reprises ici. Je vais rentrer en Nouvelle-Calédonie vraiment avec la volonté de développer concrètement des passerelles et des thèmes de coopération entre nos 2 pays. Voilà. Merci bien, Monsieur Dadrier, de votre intervention. Effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et je crois personnellement beaucoup à la collaboration dans le domaine du numérique, dans la réalisation de contenu et dans le parallèle de l'approche qu'on doit avoir pour nos 2 territoires. Alors, on a une première intervention, je vous en prie. Donc, merci de vous présenter pour les internautes et puis pour les gens qui ne vous connaissent pas. Bonjour, je suis donc David Chung, un des co-gérants de la société EasyPF. Donc, on nous connaît ici à Tahiti pour être les premiers éditeurs d'applications mobiles sur iPhone et Android. Donc, j'avais une petite question déjà pour Monsieur Deladrière, en fait, justement sur le marché de la Nouvelle-Calédonie. Si on regarde ici dans cette salle, donc nous ne sommes pas du tout, je pense, représentatifs de la population, effectivement, mais en tout cas, on peut déjà regarder et voir combien y a-t-il de personnes qui ont par exemple un smartphone et un iPad dans cette salle-là. Je pense que si on le regarde très rapidement, on verra que c'est un écosystème qui est assez important ici à Tahiti. Et donc j'aimerais bien savoir si en Nouvelle-Calédonie, on a également ce même ressenti, puisque effectivement vous n'avez pas de chiffres probablement détaillés.
Mais est-ce que vous avez, en tout cas, de votre expérience, est-ce que en voyant les gens autour de vous, est-ce que vous avez également ce même ressenti qui est que de plus en plus de personnes ont aujourd'hui un smartphone, ont également un iPad. Donc, est-ce que vous avez également cette expérience? Alors, juste quelques chiffres, pas beaucoup. Donc, on a 38 000 foyers internautes. Je crois qu'ici, vous êtes à peu près à 33 000. Donc, on a un petit peu d'avance, mais c'est logique puisque le câble est arrivé plus tôt. Et il doit y avoir à peu près 42% des foyers qui sont reliés à la DSL. Alors, sur la question des internautes nomades, des smartphones, etc., non, c'est très peu développé en Nouvelle-Calédonie, tout simplement parce qu'on n'a pas la 3G. Et donc, ça ne présente pas grand intérêt pour le moment d'avoir ce genre d'appareil. Et j'ai l'occasion de le dire l'autre jour lors de ma première intervention, on a heureusement un booster qui est l'organisation des Jeux du Pacifique en août-septembre de cette année. Et on a demandé à notre OPT que, d'une part, la couverture GSM mobile de tout le territoire soit achevée à 100%, et d'autre part, que la 3G soit disponible. Donc, ils ont un énorme challenge à remplir, parce qu'à l'heure actuelle, quand on arrive en Nouvelle-Calédonie, c'est le cas très souvent, tous les jours, toutes les semaines, que des hommes d'affaires, des responsables arrivent et puis cherchent à se servir de leur BlackBerry ou autre smartphone, ils sont extrêmement déçus parce que pour le moment, ça ne marche pas. Alors donc le challenge qui est donné à notre OPT est énorme. Il va y avoir environ 400 km de câblage optique à poser, 170 émetteurs radio nouveaux à poser d'ici le mois d'août. Et on espère donc être prêt à temps. Et à ce moment-là, on va certainement voir décoller très rapidement les ventes de smartphones. Petit commentaire, si je me permettez. Ça n'a rien à voir en fait avec ce que j'ai posé comme question. En tout cas, je peux juste témoigner un petit peu de l'impact, en tout cas pour l'écosystème mobile à Tahiti, de l'arrivée du câble. Jusqu'à avant le câble, aujourd'hui, une des applications les plus utilisées avec un smartphone, c'est le fait de pouvoir se géolocaliser à tout moment, grâce au fait qu'il y a un GPS à l'intérieur, par exemple, d'un smartphone, que ce soit l'iPhone ou tout smartphone Android. Et jusqu'à avant le câble, en fait, si on utilise la géolocalisation, on a besoin d'un système de cartographie. Donc, généralement, on utilise par exemple Google Maps. Et avant l'arrivée du câble, tout contenu Google Maps passait par le satellite. Donc, si on se rappelle des démonstrations de Pierre et de Paul Duguay de l'époque, dès qu'on passe par le satellite, c'est un saut qui prend quoi, une seconde peut-être pour faire un simple aller-retour pour télécharger un petit morceau de la carte, alors qu'on a combien, des dizaines de morceaux à télécharger, même peut-être plus, pour pouvoir voir en fait juste l'endroit où est-ce qu'on le situe donc sur une carte. Aujourd'hui, avec l'arrivée du câble, on peut maintenant, nous offrons justement des applications sur smartphone et nous pouvons enfin utiliser cette géolocalisation parce qu'autrement, l'utilisateur aurait à attendre peut-être 30 secondes pour savoir où est-ce que se situe et où et comment on peut justement l'aider dans sa géolocalisation. Merci. Une intervention, une autre question? Oui. Donc, parlez bien dans le micro pour que ça puisse être bien diffusé. Bonjour, donc je suis Luce Paschini, j'enseigne les arts numériques au Centre des métiers d'art depuis décembre 2010. Et moi j'avais une question par rapport à la formation, on parlait un petit peu de formation tout à l'heure. Je voulais savoir ce que vous conseilleriez aux jeunes qui veulent justement travailler dans le domaine donc, du Web 2.0 ou de la 3D au niveau de la formation, et donc s'il y a des facilités aussi d'échange avec d'autres pays pour suivre des formations plus perfectionnées dans ce domaine-là et ensuite revenir sur le territoire travailler dans ce domaine. Merci. On va peut-être passer la parole à Eric, puisque là je pense qu'on est dans un domaine qu'il doit bien connaître. Oui,
Oui, effectivement, au niveau des formations, il y a pléthore d'écoles privées, notamment en France. On est quand même très très coté en métropole sur les écoles, notamment les Gobelins, notamment Supinfo. Enfin, il y a aussi l'ESMA qui par an qui monte. Il y a aussi plein d'écoles qui se sont fondées sur le principe du e-learning. Il y a notamment, pas pour faire de pub, mais pour le signaler, il y a eTribard qui propose des formations aussi bien en formation initiale que pour des professionnels avec des contenus courts et des principes d'abonnement. Le e-learning, pour préciser, c'est l'enseignement à distance. À distance par Internet. On reçoit des cours, on peut être coaché, etc. Et donc eTribard propose des formations très intéressantes, soit spécifiques sur des logiciels, soit sur des axes de métier, pour la 3D, pour tout ce qui est aussi cinéma, avec des combinaisons de logiciels sur des méthodologies, avec des abonnements mensuels. Alors en plus, c'est très abordable. Après, je ne connais pas, je sais que au Québec aussi, il y a tout ce qu'il faut aussi. Mais là, je ne m'y connais pas, donc je ne m'avancerai pas. Après, nous, ce qu'on aimerait bien développer ici aussi, c'est des espèces de petits clubs, tout simplement, d'auto-formation, parce que c'est quand même des milieux où les gens sont souvent passionnés et sont souvent autodidactes, tout simplement. On peut venir d'un autre métier et rentrer dans ces métiers-là assez facilement, à condition d'être très pugnace, par contre, parce que c'est quand même des métiers qui nécessitent beaucoup de technique. Après, c'est le vrai souci, c'est d'allier la technique à la créativité, d'oublier la technique. Donc, ça peut être très intéressant ici de monter des petits clubs. Et on va évidemment nous aussi proposer des formations dans les écoles, un peu partout, au moins des sensibilisations. Oui, un mot là-dessus. C'est très important de participer à des communautés virtuelles à distance, et que vous-même vous en impulsiez une pour beaucoup de raisons. Parce que beaucoup de cette créativité dans les arts numériques se discute entre artistes, au-delà d'apprendre le maniement d'un logiciel dans une formation. Parce que dans les formations, on apprend premièrement les logiciels. Ça peut se faire à distance. Bon. Disons, c'est la base classique. Mais au-delà de cette base incontournable, c'est les échanges de créativité, comme il y a dans les communautés sur le logiciel libre, dans toutes les applications. Vous connaissez ça. Et pas seulement ces échanges-là qui sont très stimulants et qui sont vraiment le fait des artistes qui bidouillent. Hein, au lieu simplement d'appliquer tout ce que le logiciel permet classiquement de faire, mais aussi pour les échanges promotionnels entre les artistes. Il y a énormément de festivals d'art numérique. Moi, j'en ai organisé des quantités dans ma vie, et puis je continue à faire circuler des artistes entre différents pays selon les occasions que j'ai. Et ça, c'est essentiel d'appartenir à cette communauté-là, avec des artistes qui sont à New York, qui sont à Montréal, qui sont à Paris, qui sont en Chine, qui sont en Afrique, parce que maintenant, vous en avez aussi en Afrique, en Inde, etc. Et là, vous vous rendrez compte rapidement, mais je pense que vous le savez déjà, que la planète n'est pas si grande qu'on le dit. Au-delà de cette immensité océanique que nous sommes, la communication est immédiate, elle est intime, elle est précise. On peut partager avec Skype un écran. Et sur cet écran, travailler ensemble sur un design, c'est tout à fait extraordinaire ce que Skype permet de faire au niveau de créativité partagée. Alors là, vous n'êtes plus du tout isolé comme vous étiez avant, aussi bien au point de vue de la formation de base que de la créativité innovatrice, qu'au niveau de la promotion, du partage des œuvres du public que recherche tout artiste. Une autre question? Oui. Donc on va le présenter, Francis Peset, directeur du système d'information de l'hôpital de Taouné. Voilà, et également membre du club des DSI. On a aussi un club des DSI à Tahiti. Je voulais partir de l'intervention de monsieur Paul Pont, en fait, sur la notion de création de valeur. Il faut savoir que maintenant, nous, à l'hôpital, mais dans beaucoup d'entreprises de taille moyenne ou importante, en fait, le système d'information n'est plus considéré comme un centre de coût, comme il a toujours été, mais comme
un centre de valeur, de création de valeur. Alors ça, cette notion, elle est fondamentale. Et je dirais que moi, je suis un peu déçu, enfin, de mon œil de professionnel, de certains débats qui a eu lieu aux États généraux du numérique. Il ne faut pas tout confondre. Pour moi, l'informatique d'entreprise, c'est quelque chose de particulier qui peut créer de la valeur. Et on reviendra après, j'aurai une question au ministère de l'économie numérique ou de l'OPT. Mais en fait, il ne faut pas tout confondre. Dans une entreprise, l'informatique, c'est essentiellement, et ça reste de l'informatique de gestion. C'est la vraie vie, c'est des vrais programmes, c'est des programmeurs, c'est des métiers. On a plus de métiers dans l'informatique IT. Maintenant, on parlait de métiers, voilà, l'animation 3D, ça n'est un. C'est des métiers. On a plus de spécialités qu'en médecine, par exemple, largement. C'est des métiers très spécialisés. Quand j'entends le directeur de Mana nous expliquer qu'il est très content parce que l'arrivée du câble, pour lui, c'est des téléchargements à partir de 22 heures faits par des jeunes dont les parents sont totalement ignorants de ce qu'ils font et de ce qu'ils téléchargent. Pour moi, Facebook, c'est pas de l'informatique. C'est des réseaux sociaux, certes. Nous, à l'hôpital, on interdit Facebook. Pourquoi ? Pour des questions de sécurité, et parce qu'il faut qu'on me démontre, il y a peut-être les psychologues, certains métiers, on a 140 métiers différents à l'hôpital, qui peut-être me démontrera que Facebook est un outil de travail pour elle. Mais avant ça, non, c'est pas possible, il ne faut pas tout confondre. Et donc ce phénomène de dire, on est très content de l'arrivée du câble parce que les jeunes téléchargent dans leur chambre des choses inimaginables le soir entre 10h et 2h du matin, je veux dire, c'est pour moi, alors là, c'est une perte de valeur. Le danger, c'est que ces jeunes-là, si vous voulez, et qu'est-ce que ça rapporte à la Polynésie ? À part une perte de ses valeurs culturelles, je ne vois pas bien. Mais vous allez, je pense, m'expliquer. Et donc, nous, au niveau des entreprises, on a l'impression qu'on a été vraiment délaissés pour l'instant. Alors peut-être j'aurai les réponses cet après-midi, j'espère. J'ai beaucoup participé aux États généraux du numérique. Je suis un peu en attente là pour l'instant, mais on n'a jamais été contacté par Mana. Mana nous dit, c'est plus nous qui vous occupons de vos accès Internet, vous voyez avec l'OPT. L'OPT, il faut 1 à 2 mois pour avoir une proposition. On a des vrais projets, si vous voulez. Et concentrer l'ensemble des forces sur les jeunes gamers, franchement, je crois rêver. Alors je sais qu'on n'est pas prêt. Là, j'arrive à la question. Je vais vous citer un exemple sur les. On a aussi, c'est un vrai problème, on a des jeunes informaticiens qui sont passionnés de jeux vidéo. Ça ne me pose pas de problème du moment qu'il joue après ses horaires de travail et qu'il fasse bien son travail. Aucun problème. Maintenant, quand j'ai un jeune gamer qui participe au championnat de France de jeux vidéo, qui passe toutes ses nuits, qui est dans un monde totalement virtuel, et que, si vous voulez, quand on lui demande d'appliquer une procédure écrite sur un changement de paye, il ne fait pas la procédure sur la base de test, mais sur la base de prod, et en un clic, on a perdu toute notre paye, vous voyez. Voilà le danger. C'est-à-dire que là, vous voyez, on le secoue, on lui dit, ben là, tu vois, qu'est-ce qu'on fait là ? Il dit, rien, je sais pas, je reviendrai demain. Non, on ne reviendra pas demain. Là, tu t'en vas, mais là, nous, on va bosser toute la nuit pour établir la paye, et demain matin, à 6h, la paye, elle tourne. Vous voyez un peu ce que je veux dire ? C'est un peu le danger. Alors, bon, j'exagère un peu peut-être, mais j'aimerais bien avoir l'avis d'Olivier là-dessus, mais qu'en est-il vraiment de la... Alors là, on dit de la vision politique du développement tel que le conçoivent, je pense, on va dire les entreprises. Il y a des possibilités. On l'a vu hier sur la télémédecine. Donc il y a 2 radiologues métropolitains qui se sont installés à Montréal et qui travaillent pour des petits hôpitaux de province, de métropole, qui ne peuvent plus avoir de radiologues. Donc voilà une application concrète. On avait évoqué la fabrication de software à distance avec des entités ici
Voilà. Pour moi, c'est ça la vraie économie numérique. Facebook, oui, c'est bien, mais c'est ça qui me gêne dans les débats, c'est qu'on confond, on dit, oui, bien sûr que la mobilité, c'est important, mais ça fait 10 ans qu'on a fait rentrer la mobilité dans nos systèmes d'information. Bien sûr qu'on bénéficie des nouveaux... oui, c'est formidable d'avoir le médecin quand il a un iPad connecté à un Wi-Fi, mais sur une application professionnelle. Voilà. Bon. Merci Francis. Moi, je suis animateur. Je n'ai pas le droit de prendre des positions excessives. Mais on va passer la parole, bien sûr, à Pierre, à pouvoir répondre. Je voudrais juste simplement dire, je prends une parenthèse quand même, en tant que professionnel de l'informatique de gestion d'entreprise, que j'ai exprimé dans les premiers débats sur l'économie numérique cette position, effectivement, que le monde de l'entreprise avait été quelque part un peu le parent pauvre pendant un moment du numérique en Polynésie. Qu'en même temps, les choses se rétablissent. Je pense que les états généraux numériques ont été faits notamment pour ça. Et j'ai confiance dans les institutions, dans le ministre qui a été à vouloir cette action pour que rapidement, effectivement, on voit des choses concrètes qui se mettent en place. De l'aide dans le compte de l'accompagnement de la création de contenu, c'est très important. On en a parlé sur le plan de la culture. C'est vrai que si on fait rien d'ici 5 ans, la culture polynésienne qui est tellement belle, tellement riche, pourrait venir presque à disparaître dans l'esprit des jeunes. Et puis, il faut la faire connaître sur l'extérieur. Donc, il y a plein de choses à faire. Et dans le monde de l'entreprise, je pense que là, quand on parle de mobilité, moi, je voudrais juste faire un petit bémol. La mobilité, c'est pas seulement le iPad, c'est pas seulement le iPhone, c'est aussi l'informatique embarquée pour les entreprises. Et il y a des réalisations qui sont faites en 3G, qui vont même aller sur Nouméa prochainement. Donc, il y a la réalisation qui se fait, c'est très bien. Voilà. Il n'y a pas de pub qui a été faite, surtout pas. Je passe la parole à Pierre qui voulait répondre. Allô ? Bonjour Francis. Donc, juste pour répondre, en fait, ce que tu as exprimé sur les réseaux en fait, qui existent. L'OPT et le groupe, dans son ensemble, en effet, a toujours répondu à une expression de besoin. Souvent, on a devancé aussi certaines expressions. Dans le monde de l'entreprise, par exemple, l'éducation nous avait sollicité. Alors, j'ai un état, l'éducation privée nous a sollicité récemment en exprimant un besoin bien précis. Et aujourd'hui, il dispose de tous les établissements connectés en haut débit, à plus de 50 mégas, avec une liaison Internet à 30 mégas. C'est largement suffisant pour résoudre, enfin, je dirais, leurs problématiques quotidiennes d'accès de toutes les salles de classe à l'Internet. Ils ont exprimé un besoin, on a répondu à ce besoin. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a l'impression que les entreprises ont été oubliées. Elles n'ont pas été oubliées. Tous les produits que l'on sort sont généralement à destination des entreprises et du marché qui est aujourd'hui à 80% dominé par le résidentiel. Donc 80% des accès, c'est bien, et des besoins sont exprimés par les habitants et les foyers, 20% par les entreprises. Dans ces entreprises, on va dire que plus de 80 à 90%, ce sont des entreprises unipersonnelles, donc qui prennent les produits de particuliers pour leurs propres besoins et ça leur suffit. Envoyer un mail, aller sur Internet, etc. De la téléphonie ou autre. Le besoin des grandes entreprises, aujourd'hui, on sait y répondre. La seule chose, c'est qu'on attend en effet, et souvent on sollicite ces entreprises pour leur demander leurs besoins, leur expression. Dans le cadre de la santé, justement, comme celui de l'éducation, c'est l'OPT qui va au-devant et qui demande quels sont vos besoins et on est prêt à vous accompagner même sur la définition de ce besoin. Alors, pour le cas de la santé, il y a eu le réseau santé qui devait se mettre en place depuis des années, mais ce n'est pas un problème technique ni un problème de l'opérateur OPT, c'est un problème de financement déjà et de projet. Donc, nous, on est prêt à accompagner ce genre de projet et on le fait. Aujourd'hui, les réseaux, on les maîtrise complètement. S'il y a le besoin de monter en débit ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. On sait résoudre les problèmes de financement, même de certains projets. Donc, mais on attend que les professionnels aussi viennent exprimer leurs besoins et qu'on travaille ensemble, en effet, pour simplement mettre en place et mettre en œuvre donc, cette économie numérique autour de l'entreprise. Bon, mais je vous rassure aujourd'hui, l'ensemble des entreprises polynésiennes du territoire sont équipées, que ce soit avec de l'Internet simple ou avec des produits professionnels qui sont d'autres factures et qui permettent des très très hauts débits d'ailleurs entre entités. Un droit de réponse très court, Francis. Promis. Oui. En fait, je parlais pas tellement... bon, c'est clair que là, on est dans une phase transitoire, donc
peut-être pas encore bien organisé entre Mana et l'OPT. On n'a peut-être pas eu aussi les bons interlocuteurs à l'OPT, c'est clair. Donc moi, je ne suis pas très inquiet sur les infrastructures, comme on l'a pas vraiment jamais été. Je suis beaucoup plus inquiet sur le développement, on va dire, de ce que disait monsieur tout à l'heure, donc sur ce qui va vraiment être à la base de la création de valeur, c'est-à-dire un vrai développement économique du numérique avec, je ne sais pas, on avait parlé d'un village numérique, alors Olivier parlait de contenu, bien évidemment de contenu, mais de fabrication de software, c'est là où toute la valeur ajoutée est. Sur les infrastructures, non, mais on n'est pas très inquiet. Je crois qu'on est d'accord. François, une réaction? Oui, bien entendu, ce que vous dites m'intéresse, et la problématique de la valeur est assez centrale pour moi. Je voudrais comparer deux sites, Facebook et Google. Je suis complètement d'accord avec vous que Facebook ne produit aucune valeur. Au mieux, il produit du trafic pour les opérateurs, mais c'est tout. En revanche, Facebook a un impact et une importance sociologique considérable. Facebook change les rapports sociaux, change les modes de socialisation, impacte fortement ça. Donc là, le poids et l'importance de Facebook en termes sociologiques est, à mon avis, considérable. Et ça influe même sur la façon de communiquer. Ça influe même, on l'a vu en Tunisie, on le voit en Égypte, ça influe même sur une activité politique, Donc ça a un poids sociologique, sociopolitique absolument considérable. C'est un des changements majeurs de cette première décennie. En revanche, Google, pour moi, c'est quoi la grande idée de Google ? Elle est très simple, et comme généralement les idées brillantissimes sont des idées très simples, c'est de dire, voilà, l'Internet, c'est une croissance exponentielle des données, de l'information, à tel point qu'on ne sait plus. Donc la grande idée de Google, c'est de donner de l'information sur l'information. Et ça, c'est une création de valeur. Et je disais tout à l'heure que j'avais listé un certain nombre de domaines où peut-être certaines entreprises pourraient s'engager, des entreprises locales. Bon, je pense effectivement en premier lieu à l'information sur l'information. Imaginer des services, des applicatifs permettant aux citoyens de trouver rapidement, directement, simplement l'information qu'ils cherchent dans cet immense univers informationnel qui est devenu la toile. Autre piste possible, bien évidemment, et en tant que vice-président de l'association tahitienne des professionnels de l'audiovisuel, je suis un peu concerné, c'est l'audiovisuel et d'une manière générale ce qu'on appelle les industries culturelles. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, les industries culturelles, ça représente 500 milliards de dollars au niveau mondial. Donc c'est un formidable marché, beaucoup de produits culturels sont dématérialisés, donc ça comble en grande partie un des grands handicaps de la Polynésie, c'est son isolement et son éloignement géographique. Et là, je me tourne vers les gens de l'OPT et de Mana s'ils veulent bien m'écouter. Monsieur Perret, j'ai une requête à vous faire au nom des gens de l'audiovisuel. Les professionnels de l'audiovisuel ont un grand problème, c'est un problème de bande passante sortante. On voudrait que vous augmentiez beaucoup la bande passante sortante pour que mes camarades de l'audiovisuel puissent aller mettre leurs productions qui sont maintenant de plus en plus en HD. Ils ont fait un gros effort pour s'équiper en HD et être au standard des productions internationales, de pouvoir les mettre sur des sites où on peut les acheter. Mais pour l'instant, les bandes passantes sortantes sont insuffisantes. Ça fait des téléchargements de plusieurs heures, ce qui, dans l'accélération du temps de l'Internet, n'est plus supportable. C'est ce que tu disais tout à l'heure avec la géolocalisation. Justement, la géolocalisation, c'est un autre axe possible de production de valeur ici, et notamment, je pense, dans le domaine touristique et culturel. Combiner géolocalisation et information touristique, information culturelle, est une piste à suivre. Un autre énorme gisement, mais alors ça, c'est pas qu'en Polynésie, c'est un peu partout, et Marcel n'est pas là, mais en tant au niveau de la présidence d'Aquitaine numérique, ils ont fait un dossier très intéressant là-dessus, c'est l'exploitation de données publiques. Un peu partout dans les services publics, dans les administrations, dans les entreprises, il y a une accumulation de données publiques qui est peu ou pas du tout exploitée, et que des entreprises qui travailleraient sur la mise à disposition du public de ces données qui ne sont pas secrètes, qui ne sont pas confidentielles défense, pourraient produire aussi de la valeur.
Autre chose, et ça je le dois à Guillaume Proyas, c'est la découverte des codes 2D, l'exploitation de la technologie des codes 2D. J'ai discuté avec des gens de Mana et de Vini, ils m'ont dit c'est tout à fait possible. Enfin, la technologie, maintenant avec la 3G, rend ça, je ne sais pas si vous savez ce que c'est les codes 2D, c'est des genres de codes barres qui sont apposés n'importe où, dans un magasin, dans un livre, dans un magazine, sur une pièce de musée, et vous passez votre smartphone devant. Et ça vous donne sur votre smartphone des informations sur le prix, sur l'historique, sur la composition, sur tout ce qu'on peut mettre n'importe quelle information sur un petit code barre, c'est un petit code magnétique. Et avec un smartphone, on le lit. C'est un truc absolument prodigieux, je trouve. Autre découverte récente pour moi, c'est l'impression 3D. Qui est, là, on est un peu... dans la prospective, c'est encore un peu trop tôt, mais je pense qu'il faut garder un œil assez vigilant sur les développements de l'impression 3D qui permet de fabriquer des objets à distance. C'est-à-dire que par Internet, on envoie un fichier et une imprimante en volume imprime, fabrique, sort l'objet à distance. Il y a même au niveau des prototypes actuellement des projets, enfin des tests aux États-Unis où on construit du logement social avec des sortes d'imprimantes géantes qui produisent des maisons en 3D pilotées par ordinateur. Elles sortent des maisons en un jour, enfin le gros œuvre en un jour. Et puis dernière piste, mais ça je retombe sur ce que je disais tout à l'heure, avant tout il faut faire preuve d'imagination, trouver la bonne idée. Les grandes réussites dans l'économie numérique, c'est des gens qui ont eu l'idée simple mais percutante, exemple Google. Merci François. Enfin, on a plein de choses, on a plein de questions sur Facebook, donc on va juste peut-être une intervention de Tamatoa, notamment sur les aspects de taille vidéo aussi. Non, pas sur les aspects de taille de vidéo, mais c'était juste une petite précision complémentaire par rapport aux différentes interventions, puisque la question était posée par rapport aux états généraux et au bilan des états généraux. Je pense qu'il y a aussi une des choses qui est claire dans le bilan des états généraux, c'est que l'informatique d'entreprise aujourd'hui ne peut plus être simplement réduite à l'informatique de gestion. Parce que maintenant, il y a des gestions de contenu qui sont dans les entreprises, il y a des gestions d'autres choses. Facebook, effectivement, ne fait pas partie des applications que l'on peut qualifier comme professionnelles, quoique sur certains aspects marketing, il semblerait que quand même les entreprises en usent et en abusent de façon assez importante. Mais je comprends aussi le fait que quand l'informatique, qui est l'informatique grand public, n'entre pas dans l'entreprise directement sans passer par certaines choses, et c'est tout à fait normal. Guillaume voulait dire un mot. Oui, je voudrais prendre 5 minutes pour réagir un petit peu sur la notion de valeur et être beaucoup plus pratique concernant Tahiti. Je suis tout à fait confiant sur la capacité des entreprises polynésiennes aujourd'hui à créer de la valeur. Aujourd'hui, il y a de nombreuses entreprises polynésiennes qui créent de la valeur dans le numérique. Le problème, il n'est pas tant là. Le problème, il est que quand on fait un business plan et qu'on va à la Socredo, à la Banque de Tahiti ou à la Banque de Polynésie et qu'on leur dit, bah voilà, nous, on vend de l'immatériel, on vend du numérique. Alors là, je prends l'exemple de manière globale, hein. Ils nous disent merci, au revoir. Mais ça prend 3 secondes. Hein. Donc, déjà, il faut commencer par ça. Parce que avoir l'idée, vraiment, je suis très confiant. Il y a des gens qui ont des très très bonnes idées. Vitoria, on est aussi générateur d'idées, sauf qu'on n'est pas du tout suivi. Deuxième exemple, l'e-commerce. Allez ouvrir un compte de vente à distance dans les banques. Eh ben non. Vous n'en ouvrirez pas parce qu'ils ne les ouvrent pas. Parce qu'ils n'ont pas confiance à la vente à distance, au e-commerce. Alors bien sûr, vous avez l'OSB qui va vous dire il faut un contrat de VAD avant d'avoir un contrat chez nous, avant de mettre le script qui va bien et qu'on ait le paiement en ligne sur votre site internet, etc., etc. Alors évidemment, vous êtes noyé dans un méa opérationnel que l'entreprise ne maîtrise pas,
que le client final, alors évidemment, lui, il ne maîtrise pas du tout parce qu'il n'a même pas la capacité, entre guillemets, et la compétence de maîtriser ça. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, au-delà du réseau, où là, effectivement, il y a une vraie problématique en termes de réponse à donner aux besoins des usagers et des entreprises. Et là, je suis bien d'accord avec toi, au niveau des entreprises, il y a un vrai besoin spécifique. Mais il y a aussi le fait que l'entreprise aujourd'hui polynésienne n'est pas du tout, je parle des entreprises spécialisées dans le numérique, qui fournissent du contenu et de la valeur dans le numérique, ne sont pas du tout accompagnées par les banques et les institutions de manière globale. Et ça, c'est malheureusement dommage. Je ne peux qu'abonder dans le sens de ce que vient de dire Guillaume. D'ailleurs, j'ai la preuve, je l'avais écrit dans mon petit document de synthèse. J'ai discuté avec beaucoup de créateurs, de chefs d'entreprise, de start-up ou d'entreprises innovantes qui m'ont parlé de ce problème en disant il n'y a pas de... Localement, il n'y a pas de société de capital risque et les sociétés de capital risque extérieures, c'est un marché trop petit pour qu'elles s'intéressent à nous. Et la suggestion ou la proposition que je voudrais faire, il est parti, mais j'espère qu'on lui transmettra à Michel Paoletti, ça serait d'organiser, que les rencontres numériques organisent un séminaire, des sessions de formation pour les banquiers de la place sur les métiers du numérique, et qui comprennent les dossiers que les porteurs de projets leur amènent et qui ne disent pas non dès qu'ils entendent numérique, immatériel, e-commerce et tout ça. Parce que je crois que là, il y a vraiment aussi un déficit de formation au niveau des banquiers de la place sur qu'est-ce que c'est que ces nouveaux métiers, ces nouvelles activités économiques. Et ils en sont restés encore dans les métiers traditionnels où ils savent gérer les dossiers. Là, ils ne savent pas du tout comment faire. Et plutôt que de prendre un risque ou de se former, ils disent non tout de suite. Je pense que d'ailleurs, on pourrait... aussi rebondir sur ce que fait la Nouvelle-Calédonie avec cet observatoire, parce que je pense que c'est précisément dans un observatoire où on pourrait retrouver des professionnels, des opérateurs, et parmi les opérateurs, effectivement, il y a le milieu financier qui, forcément, pour développer une économie, on a besoin des banques, c'est leur job, c'est leur rôle, faut-il encore qu'ils sachent de quoi on parle et la solidité de ce qui est développé. Alors, je vais passer la parole à M. Fischer, parce que alors, comment ça se passe au Canada ? Comment vont les banques ? Oui, de ce point de vue-là, ça se passe bien. Mais au début, ça se passait mal. Et la manière dont ça a évolué, c'est qu'évidemment, il y avait une innovation depuis les années 80-90. Donc, il y a eu du temps qui a passé, qui a permis une seconde génération de banquiers et puis les résultats de l'économie numérique. Mais aussi, ça s'est bien passé pour la raison suivante, et peut-être ça c'est quelque chose qu'il faudrait considérer dans les plans de développement numérique, c'est la garantie que l'État donne pour des prêts. Parce que les banques sont absolument d'un côté, les banques sont des gangsters, d'autre côté, ils ont peur de prendre un risque. Normalement, un gangster, ça prend un risque, mais là, ils font la différence. Bon. Et, ouais, de toute façon, c'est une blague, mais en tout cas... c'est comme ça quand même ça fonctionne. Alors, si l'État donne une garantie pour les prêts que les banques font aux entreprises du numérique, ça va permettre aux banques de bouger, parce qu'elles ne prennent plus aucun risque. Et deuxièmement, c'est le genre de leadership d'un gouvernement extrêmement efficace qui est nécessaire et qui a opéré avec efficacité dans tous les pays où il y a des PME numériques. Sinon, les PME ne sont pas capables, par leur seule force, avec un plan d'affaires même bien fait, d'être convaincantes. Après avoir parlé des gangsters, je vais parler des délinquants et dire un mot sur ce que vous disiez tout à l'heure. Les délinquants, c'est très important. Et là, je ne parle pas des banques, elles sont importantes aussi. Je parle des hackers, je parle des gens qui bidouillent, parce que les hackers deviennent souvent les meilleurs informaticiens de firewall des grandes entreprises. Ils sont recherchés par les banques et par le Pentagone. Et ils valent très cher. Et en vieillissant, ils se convertissent. Bon. La deuxième chose, c'est que le numérique est beaucoup basé sur le détournement des logiciels scientifiques, bancaires, industriels au départ par des jeunes qui traficotent les logiciels et qui deviennent des futurs
créateurs d'entreprises. Beaucoup de, je ne sais pas si ici vous confirmeriez, mais beaucoup de créateurs d'entreprises numériques, de PME, ont été au début des gens qui se sont complètement familiarisés avec des Facebook de l'époque et autres, qui les ont aménagés, qui ont inventé des passerelles, des applications qui n'étaient pas prévues au départ, qui ont travaillé avec le logiciel libre et qui qui se sont appropriés cette culture et qui deviennent vraiment entreprenants et créateurs d'innovation. Et peut-être ce délinquant que vous mentionniez, vous devriez peut-être est-il perdu, mais peut-être pourriez-vous le récupérer pour lui donner une responsabilité et aussi d'ailleurs sécuriser votre chapitre paye, parce que c'est pas normal qu'un gars puisse cliquer et détruire le chapitre paye. Et là, il manquait un verrou manifestement. Ou alors c'est lui qui avait la clé peut-être. Bon, peut-être que vous devez répondre à ça. Il avait la clé, je crois, en plus. Oui, Francis. En fait, je ne parlais pas tellement de jeunes délinquants. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Des jeunes hackers, il y en a aussi en Polynésie. Ça, je dirais que ça, c'est à la limite, c'est vraiment pas gênant parce qu'on connaît bien le système dans le Haïti. Non, je parlais de ces jeunes Polynésiens qui passent leur nuit dans un monde virtuel la nuit sans que leurs parents le sachent et qui sont en train de perdre là la valeur culturelle, les valeurs culturelles. Moi j'ai la chance de vivre dans une famille polynésienne de souche depuis 7 à 8 ans et je peux vous dire que je suis un peu inquiet quand c'est moi qui leur explique la fabuleuse aventure qu'ont fait leurs ancêtres. Ils n'ont plus aucune connaissance. Merci Francis. Alors justement, puisqu'on est dans le sujet du décalage de la nuit, question de nos amis d'internautes. Alors, question générale, je ne sais pas qui aura forcément la réponse. Le décalage horaire pourrait être intéressant pour faire de la Polynésie un pôle numérique, mais est-ce que la Polynésie pourrait être assez concurrente au niveau des prix ? Il y avait eu un projet Métois, Village Métois à une époque. Tiens, je me retourne vers le représentant du CEPF. Oui, ben ça tombe bien parce que c'est quelque chose à laquelle j'ai réfléchi. Je pense qu'effectivement, le décalage horaire est un atout à utiliser. En revanche, je pense que tous les projets de data center, de call center, un peu d'envergure, n'ont pas de potentiel économique parce que effectivement le coût de la main-d'œuvre, on n'arriverait pas à être compétitif, à mon avis, avec des data centers ou des call centers asiatiques. En revanche, sur de la prestation de services très ciblés, je réfléchis avec un ami avocat qui envisage de faire ça pour des cabinets parisiens, de recevoir les dossiers le soir ici, enfin le matin ici en Polynésie, c'est-à-dire le soir à Paris, de le traiter dans la journée et de le renvoyer le lendemain. C'est tout à fait intéressant, c'est viable, il y a un potentiel de clientèle et je pense qu'il faut, en recherchant des niches comme ça, sur de la prestation de services avec beaucoup de valeur ajoutée, c'est économiquement viable. Mais sur du traitement en gros d'appels, de choses comme ça, je pense qu'économiquement, on n'est pas assez solide et compétitif. Éric Chalon, en tant qu'entreprise. Oui, moi j'ai déjà un exemple concret. On produit déjà pour des architectes en France, quelques-uns seulement, pendant ça, ce qui leur permet maintenant de dormir, parce que dans le temps ils ne dormaient pas du fait. Donc on produit des petites images pour eux et qui récupèrent le lendemain. Et on espère le développer éventuellement après dans le monde de l'audiovisuel, si nous on grandit, parce qu'après il faut pouvoir produire à grande échelle. Et économiquement, c'est tout à fait... On est moins cher qu'en France, c'est fait pendant le temps de sommeil. Voilà. La preuve est faite, donc il y a effectivement un intérêt de cette notion de décalage. Je vais juste donner une autre anecdote là-dessus, par rapport au câble Onotoa. Le câble Onotoa a été mis en place en septembre, le lancement. Et au préalable, il y avait eu quelques tests, bien sûr. Et on a eu une demande très pressante d'un radiologue qui voulait s'établir en Polynésie. Alors, c'est un urgentiste radiologue, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui traite des
des radios et qui les analyse pour les urgences en France. Alors, il voulait s'établir en Polynésie, mais il ne pouvait pas le faire avant. Il est allé en Nouvelle-Calédonie, essayer l'Internet câble en Nouvelle-Calédonie. Mais le temps de latence était trop important. Donc il est venu en Polynésie, il a testé notre câble, et là il s'est établi ici en Polynésie pour traiter les urgences de nuit de France. Et ça c'était très concret. Aujourd'hui il est établi à Mooréa. Il a 12 heures de décalage, donc c'est-à-dire que quand il est 18 heures en France, il commence à prendre son service, donc il est 6 heures ici. Et il traite les radios qu'on lui envoie. Et ce n'est uniquement possible, sa venue est uniquement possible parce qu'il y avait le câble. Par satellite, ça ne marchait pas. Donc on voit qu'en effet, il y a des possibilités de création en effet d'emploi. Parce que bon, c'est sûr, si une personne qui vient, il va générer de l'impôt localement, mais aussi demain, il va créer des emplois de secrétariat parce que c'est un métier qui va se développer. Et ce n'est uniquement valable parce qu'on a un décalage horaire et parce qu'on a un câble qui permet de traiter ce genre d'opération. En même temps, juste, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a aussi le côté face, le côté obscur où on nous vole des emplois. Enfin, on nous vole, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises locales qui pourraient être intéressées à faire de la prestation auprès d'entreprises polynésiennes, notamment sur la base de tarification. Alors là, il y a peut-être justement pour les entreprises polynésiennes une réflexion à mener, notamment sur la partie organisation. Ici, on a une grosse culture de l'indépendant ou du patenté. Or, je pense que le numérique aujourd'hui ne bougera que par l'action privée et l'action privée organisée, c'est-à-dire autour d'entreprises suffisamment organisées en termes de process, j'entends, pour qu'elles soient qualifiées et compétitives par rapport aux entreprises françaises. Parce que si ça, c'est pas fait, évidemment, les entreprises françaises auront plus de compétitivité et donc ça sera tout à fait normal que certains clients polynésiens aillent chercher ailleurs ce qu'ils pourront trouver éventuellement moins cher. Voilà, donc nous on se bat aussi là-dessus et notamment on met en place tout ce qui est process et organisation et ça c'est très très important. Et en essayant de faire comprendre aux entreprises que la culture du patenté c'est bien, mais ça a vraiment des limites, quoi. Le débat numéro 5 s'appelait « Le câble Onutua oblige à de nouvelles relations professionnelles ». Je crois qu'on est vraiment dans du concret par rapport à ça. Ça oblige. Je voulais poser une question d'un internaute également. Alors, attendez, parce que cet appareil, voilà. Question à peut-être François Paul-Pont. Où est-ce qu'on peut trouver des adresses des entreprises de formation ? Je crois que les éditions Dixit de Dominique Morvan ont édité un guide assez exhaustif sur l'ensemble des formations disponibles. Donc il faut taper sur Google Dixit Polynésie et vous aurez les coordonnées. Si ça se trouve, même son guide est online. Mais là, il y a absolument tous les formateurs dans tous les domaines, y compris le coaching et tout. D'accord. Et donc, encore une question d'internaute, parce qu'on les a fait patienter. Alors, c'est peut-être un petit peu vers Hervé Fischer, puisque le Canada a quand même beaucoup d'avance sur nous, sur le déploiement du numérique en général. Quelle est la prochaine évolution des réseaux sociaux ? Est-ce que la 3D a sa place ? Et peut-être qu'il y aura un mot là-dessus. Et quel est le pays le plus avancé dans l'utilisation des réseaux sociaux ? Est-ce que ce n'est pas le Québec ? Oui, on dit que le Canada est une nation Facebook, a Facebook Nation, parce que 80% des Canadiens sont sur Facebook. Moi, je le déplore énormément. J'ai écrit dans le journal Libération en décembre un article qui s'appelle « Le déclin prévisible de Facebook », parce que je crois que Facebook fonctionne sur une dysfonction, c'est-à-dire d'une part des échanges niaiseux d'amis, mais qui sont très intéressants et qui deviennent éventuellement très politiquement efficaces, et d'autre part des fonctions corporatives très sérieuses qui pourraient se faire sur une autre plateforme, mais je pense que ça ne peut pas continuer comme ça avec ce mélange. Mais je me trompe peut-être, quand on fait des prophéties, on prend le risque de se tromper.
D'autre part, non, le Facebook n'est pas du tout une plateforme pour le 3D. C'est une plateforme pour l'échange textuel et photos, vidéo, point. Le 3D est d'ordre de l'imagerie scientifique ou de l'ordre du jeu vidéo ou de l'ordre de la production culturelle, du patrimoine. Ce sont des fonctions sérieuses ou industrielles. Facebook, les échanges entre amis, ce n'est pas encore une industrie, même si beaucoup d'industries essayent de s'en servir. Donc, non, il faut vraiment faire des distinctions, faute de quoi on est ingénu et on est dans la pensée magique. Facebook en 3D, ça n'a pas de sens. Merci. Une autre question? La salle? Monsieur, je vous en prie. Vous avez le... Ben, c'est pour que les internautes puissent vous entendre et savoir qui vous êtes, si vous voulez bien vous présenter. Oui, Yorana. Je m'appelle Teiki Somers. Je suis simplement un tout petit consommateur résiduel, vous avez dit, c'est ça? Je ne sais pas qui c'est qui a dit ça. Voilà. Je voulais juste vous demander, est-il possible et comment le faire pour être à votre place? C'est tout. Alors, c'est très simple. Vous prenez prendre notre place, vous allez voir, c'est pas mal. Écoutez, je crois que les horizons sont différents. Je pense qu'il y a la formation technique. Oui. Juste pour répondre, moi, dans mon domaine, nous, on a la chance en Polynésie, ou la malchance, mais c'est une chance pour les jeunes. Je rencontre beaucoup de jeunes ici de 13, 14, 15, 20 ans qui sont plutôt doués pour ce genre de métier, qui sont en train de se mettre dedans, qui ont beaucoup de patience. Par contre, ça demande beaucoup de patience. Et je ne suis pas inquiet. Je pense que nous, notre société sera morte dans quelques années parce qu'ils vont nous dépasser. Ils vont nous dépasser, ils seront là à notre place. De façon générale, l'outil informatique est quelque chose qui est étonnamment très très vite apprivoisé par les Polynésiens. Dans son utilisation quotidienne, que ce soit en privé ou en entreprise, dans le monde de l'entreprise, sur des outils particuliers embarqués notamment. Je ne citerai pas de nom de cette entreprise, vous avez des gens qui passent chez vous pour relever un compteur, pour sortir une facture, pour changer une bouteille d'eau. Ils ont avec eux des appareils qui ne sont pas forcément très simples à utiliser. Et on constate que les Polynésiens, et je redirais plus particulièrement nos générations, voire même presque celles avant nous, sont particulièrement à l'aise sur cette utilisation. Comme si l'intuitif était finalement la caractéristique du peuple polynésien. Je voudrais rajouter, avant-hier et hier, j'ai eu la chance de participer au forum entreprises étudiants à l'université. Donc il y avait quelques entreprises qui étaient là à titre à informer les étudiants de l'université et les BTS du Taoné, de Haoreil, qui étaient là aussi. Sur leur cursus. Et bon, alors il y avait évidemment des profils très très différents, des gens qui savaient ce qu'ils voulaient faire, des gens qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire, qui étaient perdus, moins perdus, etc. Et j'ai envie de leur dire, enfin en tout cas dans notre domaine d'activité, l'informatique et particulièrement l'Internet dans ce que je fais, je préfère moi des passionnés que des diplômés. Si les gens sont passionnés et diplômés, c'est évidemment mieux. Parce qu'on a besoin de pas mal de choses, notamment en termes de structure, etc. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ce sont aussi des métiers, enfin, il y a une partie des métiers dans cette grande famille du numérique où les passionnés ont une vraie place et ont une vraie compétence et ils savent se l'approprier et la vendre également après par la suite. Et ça, c'est une vraie plus-value. Parce que quelqu'un qui a un retour d'expérience, qui vient postuler à une entreprise, qui sort de BTS, mais qui me dit, moi, ça fait 7 ans que je bosse dans le web, en plus de mon lycée, en plus de l'université, et voilà ce que j'ai pu faire, et voilà ce que j'ai pu réaliser, voilà ce que j'ai pu comprendre, etc., ça n'a pas la même plus-value
que juste, juste la problématique scolaire. C'était juste un petit point supplémentaire. Voilà, je crois que... Ah, toute dernière question alors. Vraiment toute dernière. Pardon. Oui. Oui, nous sommes, non, ce ne sont pas des fonctionnaires. Hein, l'OPT ne sont pas des fonctionnaires. Oui, non, mais ce n'est pas des. L'OPT est un établissement en effet public. Il en faut des conseillers aussi. Mais, il en faut. Mais en effet, donc pour être à ma place, bon, tout le monde peut être à ma place, tout le monde peut être conseiller. Alors, en fait, je travaille chez Mana. Je suis aussi conseiller. Donc, travailler chez Mana, par exemple, c'est une entreprise privée. Alors, c'est sur une embauche normale, en effet, sur un recrutement normal. Avant, il faut avoir des diplômes, en effet, d'ingénieur, de technicien ou autre. Il n'y a pas de souci. Ou être passionné, en effet, dans certains cas, ça peut aider. Donc aujourd'hui, il y a énormément de jeunes Polynésiens qui s'orientent vers les nouvelles technologies et qui deviennent des ingénieurs, qui deviennent des techniciens. Donc il y a énormément de potentiel aujourd'hui, et qui seront la relève aujourd'hui ou demain de nos emplois, tout à fait. Mais il y aura d'autres créations, et c'est un domaine qui est constamment en expansion, hein, donc tout ce qui est technologie. Je crois que des gens qui sont autour de cette table, en fait, n'ont pas de diplôme dans le domaine du numérique ou des technologies. À l'époque, on a fait nos études, ou presque quasiment pas. On est tous arrivés là-dedans par passion, par intérêt, parce que c'était une mutation de nos activités. Ah, il y en a un? Ah bah il y en a un quand même. Excusez-moi, il doit être un peu jeune. Allez, la dernière question, et puis il faudra qu'on mette un terme à notre débat. Voilà, je voulais juste savoir quelle protection nous avons, nous, le pays du moins. Quelle protection il peut avoir, le pays, si un Einstein arrive et sort une idée, je dis n'importe quoi, une idée qui sort de l'outre-mer et qui puisse relever l'économie et qui démontre une nouvelle image de la Polynésie, aussi bien sur le plan politique, culturel et social, et qui démontre vraiment une nouvelle image du Polynésien à travers les 5 continents. Ça ne risque pas de poser des préjudices au niveau de l'OPT ou les différents monopoles, les différentes boîtes ou quoi que ce soit. Vous voulez dire une image négative, quelqu'un qui communiquerait de façon négative de la Polynésie sur le reste du monde, c'est ça? Non, pas réellement, pas réellement. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un jeune, comme Bill Gates par exemple, arrive et il trouve une idée formidable qu'il démontre sur Facebook, les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Et il se démonte en tant que hacker. Et qu'est-ce qu'il fait? Il démolit tout un système. Je donne un exemple, l'OPT qui comprend quand même pas mal de personnes, beaucoup d'employés, et tout ce qui se rattache derrière. C'est de ça que je veux parler. Est-ce qu'il y a une protection pour le pays, pour la Polynésie? Alors là, je pense qu'on doit se tourner vers les professionnels. Qui va répondre à cette excellente question? Je vais juste répondre sur la partie OPT. Enfin, l'OPT est le groupe, hein, donc nous sommes dans les télécommunications. Donc aujourd'hui, la seule chose que l'on a à craindre, c'est qu'en effet, il n'y ait plus d'innovation. Donc on est toujours en avance pour créer dans ce monde industriel des télécommunications, toujours apporter quelque chose de nouveau. Donc on n'a pas vraiment à craindre dans ce domaine, puisque c'est en évolution constante. Après qu'il y ait en effet des gens qui aient des idées géniales et qui viennent de Polynésie, on va les accompagner plutôt. Pierre, l'idée était en place plutôt de dire, je pense, avec le câble aujourd'hui, on est encore plus exposé au monde, et donc on pourrait avoir un sympathique garçon qui a envie d'être pas sympathique du tout, de venir attaquer des sites comme l'OPT, attaquer des sites bancaires et de mettre l'économie. On a déjà eu ça. En effet, on est constamment attaqué, mais nous avons des réponses par rapport à ces attaques. Tous les réseaux du monde sont attaqués, tous les hackers essayent de rentrer par une porte ou par une fenêtre, par une serrure, etc. On a des réponses. On a eu 2 cas en 10 ans où en effet le réseau s'est complètement écroulé parce qu'il y avait un serveur qui avait été attaqué. Hein, généralement, ils attaquent un serveur et ça a bloqué tout le réseau polynésien. Mais aujourd'hui, on sait résoudre ce genre de problème. Oui, c'est bon. Ouais, là où je voulais en venir, c'est qu'avec tous les NTIC, tout ce qui est nouvelles technologies, information et communication, à l'heure actuelle, avec le monde entier,
notamment le Canada ou quoi que ce soit, on n'a pas encore divulgué les nouvelles stratégies, les nouvelles technologies. Je prends l'exemple de WebMax et comment tu appelles? WiMax. Voilà, la WiMax. Aujourd'hui, tu es dans les Tuamotu, on parle de l'outre-mer. C'est un outil vraiment très très important pour la Polynésie. Je prends les Tuamotu, les 5 archipels, on peut se voir à la minute près, on peut dialoguer, communiquer avec l'extérieur rapidement à la minute près aussi. Mais par contre, on peut dissocier et on peut tout détruire en une fraction de seconde, tout un système qui a été mis en place par les politiques ou quoi que ce soit. C'est de ça que je parle. C'est très dangereux. Toute la technologie repose sur des serveurs qui communiquent entre eux. Donc il y a aujourd'hui chez les grands opérateurs évidemment des politiques de sécurité très fortes pour protéger justement ces serveurs. Avec même, ça va jusqu'à des tests d'intrusion. Donc ces établissements achètent des prestations de services auprès de sociétés extérieures dont l'activité dans le métier est précisément de jouer ce rôle de hacker pour prévenir à toute tentative d'attaque qui se font. Mais elles sont régulières, elles se font régulièrement. Et c'est vrai que ça, c'est un autre métier important dans le domaine du numérique, c'est le domaine de la sécurité. C'est bien beau d'avoir des données, c'est bien beau d'avoir des serveurs, c'est beau d'échanger, mais il y a une dimension de sécurité qui est très importante et qui aujourd'hui est loin d'être négligée, notamment dans les développements de nouveautés. Juste pour revenir à la question, on avait parlé à un moment donné d'un pôle. Je ne sais plus qui avait sorti le pôle, je pense que ça devait être sur mon... D'un pôle? Un pôle, oui. Je pense qu'il est important qu'on puisse tous se regrouper et faire un vrai pôle communautaire. Eh bien, j'espère bien que cet après-midi, lors de la dernière conférence que nous aurons, c'est-à-dire les voix de la Polynésie française, les voix de la Polynésie française numérique, on aura plein de réponses complémentaires à ce qu'on a vu, notamment ces interrogations sur les approches d'un observatoire, sur les approches d'un pôle de compétences, puisque ça sera un débat qui sera un petit peu la synthèse de tout ce qui a été vu pendant cette semaine des rencontres du numérique. Je vais remercier l'ensemble de nos intervenants d'être restés avec nous si longtemps, d'avoir tous apporté leur connaissance et leur pierre à l'effigie de cette réponse. Merci de votre présence, merci aux internautes d'être avec nous. Et puis je vous donne rendez-vous cet après-midi, encore une fois à 16h. Je rappelle que vous avez des espaces ateliers qui sont ouverts, où on voit plein de belles choses très intéressantes, notamment sur tout ce qui peut être mettre en ligne des éléments numériques au niveau du stockage de données, Fresh Up à 12h30. Enfin, vous avez plein de choses. C'est aux espaces ateliers et les espaces démo sont toujours opérationnels. Au revoir à tous et merci.